Et bonjour à tous, bienvenue au Dora. Nous sommes en Limousin, dans le nord de la Haute-Vienne, en plein cœur donc de la Nouvelle-Aquitaine, à l'occasion du mondial de tonte, donc du Dora 2019, un championnat du monde de tonte de moutons dans un tout petit village de 1800 habitants, imaginez-vous. Alors la tonte de mouton, c'est un sport qui est quasiment inconnu en France, mais qui est très connu dans les pays anglo-saxons, très populaire notamment en Nouvelle-Zélande et puis en Afrique du Sud. 34 nationalités en tout présentes venues des 5 continents et donc le Dora a su qu'il avait obtenu l'organisation de ces championnats du monde en février 2017. On voit tout de suite ce reportage. Dans cette nuit de Saint-Valentin, le retour de l'enfant prodige, Christophe Riffaut, fêté en héros dans les rues du Dora. Avec son équipe, le champion de France de tonte de mouton ramène le mondial pour 2019. Applaudi, acclamé, jusque dans le parc de la mairie qui, pour la circonstance, n'a pas fait les choses à moitié. Cette édition du mondial contribuera, j'en suis sûr, à mettre en avant le département, la région et la France. Oui, parce qu'il ne faudrait pas oublier que là-bas, en Nouvelle-Zélande, ce bout du monde, les Français du Dora ont dû se battre pour emporter le morceau face à des Irlandais du Nord qui avaient tout pour eux, sauf l'essentiel. Ils savent qu'ils vont venir dans un endroit où il y aura de la bonne ambiance, de la bonne nourriture et vraiment un esprit de compétition très fraternel. Donc, et voilà. ça, les Irlandais ne l'ont pas. Bah écoutez, il faut croire que non. En tout cas, nous, on l'a eu mieux qu'eux. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. D'ailleurs, les Dorachons sont motivés, souriants et accueillants en cette nuit étoilée, prêts pour le grand saut. On a déjà recensé 1960 possibilités d'hébergement à 25 km simplement autour du Dora. Donc ça y est, on est serein maintenant sur cette partie qui était cruciale pour nous, l'hébergement. La première manche a donc été gagnée, reste la compétition face aux élites du mondial. Et on a un gros travail à faire sur soi-même par rapport au mental. Je crois que c'est là aussi où ça pêche vraiment, quoi. Mais bon, ça se travaille tout ça et on va mettre tout ça en place pour être au point. Mais pour le moment, un peu de détente et un joli cadeau pour clôturer la fête. Et voilà, nous sommes de retour donc ici au Dora pour le championnat du monde de tonte de mouton en compagnie de Christophe Riffaut, le président de l'association qui a été fondée, on va dire, pour l'occasion. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que ça se passe depuis ce matin ? C'est impressionnant parce que voilà, on en parlait, mais là, c'est commencé depuis 7h ce matin et c'est incroyable. C'est incroyable de voir que c'est... Voilà, c'est lancé. On ne sait plus où donner de la tête, c'est un peu un rêve un peu qui devient réalité. Ouais, c'est sûr que c'est un rêve, mais ce rêve du coup il se concrétise. Et du coup c'est ce que j'imaginais. Et là on l'a devant les yeux et ouais, c'est super quoi. Alors, expliquez-nous comment on fait quand on est une petite commune de 1800 habitants comme ça pour obtenir un événement aussi important. Déjà, il faut qu'il y ait un groupe qui soit soudé. Donc ce groupe, voilà, c'est à l'issue de 2013 quand on avait fait le championnat de France et les 6 nations. Et voilà, moi c'était un rêve. Ce rêve, il était aussi pour les autres. Et on s'est dit depuis le début, de toute façon, ce championnat du monde, il faut vraiment qu'il soit pour le territoire. Il faut vraiment qu'il soit pour la France. Il faut vraiment qu'on fasse vibrer les Français et les étrangers sur cette petite commune. Et il a fallu se battre vraiment pour aller chercher les partenaires. Il a fallu vraiment se battre aussi pour faire comprendre l'importance de l'événement. Parce que la tonte de mouton, bien sûr, en France, c'est méconnu quand même. Là, un peu moins, parce qu'à force d'en parler, on a fait découvrir quand même ce savoir-faire, ce sport. Alors, une des raisons pour lesquelles en fait le championnat est organisé ici même, c'est qu'on est dans un pays producteur de moutons. Les baronnets de Bellac, du Limousin, tout le monde connaît. Alors c'est vrai que le choix aussi de la région, du territoire, voilà, en Nouvelle-Aquitaine, c'est une région où il y a beaucoup de moutons. Le secteur du Dora, Bellac, voilà, le nord de la Haute-Vienne, le Limousin, il y a quand même un gros potentiel. Et pour organiser ces mondiaux, il faut 5000 animaux. Donc
on peut pas le faire n'importe où en France. On les fait pas venir comme ça en claquant des doigts. Tout à fait. Donc en fait, il y a plusieurs races de moutons et je crois que la race, on va dire limousine, est particulière pour sa laine. Après, c'est vrai que la race limousine, donc là, on n'en aura pas sur cet événement. Ce sera plutôt de la race Texel, Suffolk, Charolais, c'est les races majeures. Je veux dire par là que votre idée, c'est de valoriser la laine dans une région où on produit surtout des races à viande. Voilà. Après, du coup, cet événement, il est important parce que c'est une vitrine agricole. C'est aussi d'accentuer vraiment sur la filière laine. Faire prendre conscience aussi que ce produit, il faut qu'on en prenne soin, il faut qu'on essaye de trouver des solutions pour le valoriser au mieux. Et voilà, du coup, ce championnat du monde, il y a vraiment beaucoup de facettes. Parce que voilà, il y a cette filière agricole, il y a le tourisme aussi qu'il faut mettre en avant, il y a notre gastronomie. La gastronomie française est extraordinaire, c'est vraiment de très bonne qualité. Donc il faut vraiment défendre tout ça et on a la chance de pouvoir, à travers un événement assez atypique, et mondial. Le mondial, voilà, de faire passer ces messages. Alors, vous savez, les moutons, il faut quand même le dire, moi personnellement, je m'y connais pas grand-chose. Alors, je suis allé demander conseil à quelques collègues, à quelques camarades, voyez le résultat. Donc toi, tu t'y connais en mouton, tu peux m'aider ? Je crois que c'est évident que je m'y connais un petit peu en bouclette. Donc ce que je te conseille, c'est de voir déjà si la boucle commence au ras de la peau ou pas, voir un peu d'où vient cette boucle. Est-ce que c'est une boucle anglo-saxonne? Est-ce que c'est une boucle de Nouvelle-Zélande? Alors là, tu vois, t'es tombée sur la bonne personne, hein, franchement. J'ai lu plusieurs fois Le Petit Prince. Voilà, bon. Elle a 2 papates avant et 2 papates arrière. 2 papates arrière. Et donc c'est toute cette partie-là, laineuse. Qu'on mange. Non. Je m'y connais pas du tout dans les moutons, mais je compte sur toi pour en apprendre plein. D'ailleurs, c'est quoi le cri du mouton? On appelle pas ça un bel vent? Non, un mouton ça fait T'es méchant. Je demanderais peut-être qu'on m'épointe un peu les cheveux à la tondeuse et puis peut-être refaire la frange, tu vois. Donc je te conseille de rester vraiment éveillé, concentré sur ta tâche, parce que sinon ça va être très très compliqué et il faudrait pas que les téléspectateurs eux aussi s'endorment. Alors voilà, pour nous aider à vous faire vivre cette compétition, il y aura plusieurs consultants et je vais vous présenter tout de suite l'un d'entre eux. Il s'appelle Guillaume Crépet. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est la première fois que vous vous prêtez à ce genre d'exercice. Ça va, pas trop peur? Non, ça va. Pour l'instant, c'est bon. On va assister donc dans quelques instants à la demi-finale junior, à la demi-finale intermédiaire et à la demi-finale filles d'une compétition qui s'appelle le All Nations. Alors, il y a plusieurs compétitions différentes qui vont se succéder pendant ces 4 jours du mondial. Le All Nations, c'est quoi par rapport au championnat du monde? Alors, le All Nations, en fait, c'est un open. Donc, chacun est libre de s'inscrire. La différence du concours qui sera plus tard dans la semaine, donc le championnat du monde, où là, il y a vraiment il y a eu des qualifications par pays. Et c'est les personnes qualifiées par pays qui viennent représenter leur pays pour le championnat du monde. Là, c'est un concours ouvert, tout le monde peut venir. En gros, le All Nations, c'est individuel. Et le World Championship, le championnat du monde, c'est par équipe. Et on se présente par équipe. Oui, enfin, on vient sous l'égide d'une équipe et il y a un concours équipe et un concours individuel. Mais pour accéder au concours individuel, il faut avoir été qualifié dans son pays avant. On voit la fin de la compétition qui va précéder celle qui va nous intéresser là, dans quelques minutes. Il y a également plusieurs manières de tondre les moutons. Alors là, on est par exemple sur de la tonte au ciseau, de la tonte aux forces. Ça veut dire quoi? Oui, alors donc la tonte au ciseau ou aux forces, oui, c'est la méthode qui est la moins utilisée en France. Néanmoins, c'est la méthode majoritaire dans le monde. Je m'explique, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de régions dans le monde où l'électricité n'est pas forcément disponible. Donc, forcément, on travaille au ciseau et aux forces. Donc, c'est une méthode qui demande vraiment beaucoup de dextérité. Elle est vraiment très compliquée. Donc, c'est quand même des tondeurs assez aguerris qui font ça. En France, on peut l'utiliser aussi dans les régions les plus hautes en altitude.
parce que la méthode laisse plus d'épaisseur de laine, donc du coup la brebis garde une bonne épaisseur d'isolation sur son dos. Donc c'est pour ça que dans les régions montagneuses, on prend cette méthode-là. Alors, il y a également donc plusieurs catégories. Donc, il y a la catégorie junior, la catégorie intermédiaire et puis la catégorie donc pour les gens un petit peu plus confirmés, les seniors. Senior et après open, voilà. Et ça, normalement, donc on est engagé dans une catégorie. C'est suivant en fait un peu l'ancienneté qu'on a dans le métier, suivant les nombres de moutons qu'on arrive à faire dans une journée. À ce moment-là, on est inscrit dans telle ou telle catégorie. Quand on a gagné plusieurs concours, quand on s'est bien classifié en junior, après on passe en intermédiaire et ainsi de suite, intermédiaire, senior, open. Si vous deviez nous décrire le niveau des gens qui sont là, on est sur un mondial, donc a priori on a les meilleurs, mais expliquez-nous comment est-ce que vous pourriez nous décrire un peu la force de ces compétiteurs. Donc les juniors, c'est plutôt les débutants, c'est des gens qui ont débuté le métier depuis moins de 2-3 ans. Voilà. Après les intermédiaires, c'est déjà les gens qui sont un peu plus aguerris, qui arrivent à passer une bonne centaine de moutons par jour. Et les seniors, ils arrivent à monter à 200, 250, voire plus pour les races les moins lainées, parce que ça aussi, suivant si on tourne une race très lainée ou moins lainée, forcément le débit n'est pas le même. On a des races qui ont la laine jusque sur la tête, comme l'Hampshire par exemple. Donc forcément le débit est plus lent. Quel type de mouton qu'on a là devant nous? Alors là, parce que là, du coup, le candidat, j'ai l'impression que c'est une charolaise, mais je ne suis pas sûr du tout. Il y a beaucoup de métissage aussi, vous savez, en brebis. Donc du coup, il y a souvent des races, je dirais, mixtes, voilà. Et donc là, vous voyez, c'est une race bouchère en tout cas. Et là, on voit tout le travail. Là, c'est ce qu'on appelle, ils sont en train de faire le tour du cou. Ils vont attaquer la redescente, en fait. Ça, c'est la deuxième partie de la tonte. Et là, il va dégager sa deuxième épaule, tout doucement. Et le geste est un peu inverse donc, de la méthode à la machine, où avec la machine, on est toujours en train de vouloir tendre la peau. Alors que là, on tend un peu moins, parce que du coup, faut toujours éviter de blesser l'animal. Ça n'arrive que très rarement. C'est un petit peu comme vous et moi quand on se rase le matin. Et il y a des jours où on est un petit peu plus maladroit que d'autres. Mais en général, on se coupe pas. Et voilà, c'est le même parallèle qu'on peut faire. Vous voyez là, donc, le côté gauche est complètement dégagé. Et ils sont en train de faire l'épaule droite. Tout à l'heure, quand vous verrez la machine, ça va plus vite. Évidemment, un mouton à la machine, on le tond en 1 minute à peu près, même pas. Oui, voilà, oui. Donc les gens qui sont au niveau de l'excellence peuvent aller encore bien en deçà. Mais oui, on va dire ça va être à peu près ça. Ça va être Alors, vous nous expliquiez comment sont comptabilisés les points. On ne parle pas de points, d'ailleurs, on parle de pénalité pour ce genre de compétition. Il faut partir du principe que la personne qui gagnera à la fin sera la personne qui aura le moins de points, le moins de pénalités. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces pénalités? Il y a le temps que la personne a mis pour tondre les animaux. Donc, les secondes sont converties en points. Il vaut mieux donc essayer de tondre en gagnant du temps, le moins de temps possible. Oui. Mais le problème, c'est que quand on tombe rapidement, on risque de faire des erreurs. Et alors là... Voilà, c'est là où ça peut coûter cher. Parce que donc du coup, ce qui est aussi converti en points, c'est en fait, il y a 2 inspections par des juges. Là, si on voit là, sur la personne sur la gauche là, de la brebis là, avec la chemise bleue, c'est un juge qui regarde que tout se passe bien. Il ne faut pas passer 2 fois au même endroit. Il ne faut pas oublier de la laine non plus. Et bien entendu, si éventuellement il y avait une coupure, bien entendu, ça serait aussi pénalisant. Ce qu'il faut retenir, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas passer 2 fois au même endroit? C'est parce qu'après, on va créer des fibres courtes. Il faut avoir On appelle ça les fausses coupes. Voilà. Il faut garder la fibre dans son entièreté. Il faut avoir une fibre longue. Pour ce qui est de l'industrie lainière, bien sûr, il faut la laine dans toute sa fibre pour pouvoir mieux la travailler. Si on amène des petits débris de laine, après c'est beaucoup moins intéressant. C'est même trié au niveau de l'industrie. Alors là, on est toujours donc sur la tonte aux ciseaux. Ils sont très particuliers, ces ciseaux. Ah oui, c'est plus que particulier. C'est pas des ciseaux qu'on a à la maison, ça c'est sûr. C'est vraiment du matériel qui est très très affûté, qui est même, on pourrait, malgré le volume des ciseaux, c'est plutôt des choses très souples en fait. Et donc du coup, ça nécessite pas forcément beaucoup de force au poignet. C'est la première des particularités de ces gens-là, c'est d'abord des gens qui sont très souples
très agiles de leurs mains. C'est la première qualité, c'est pas forcément la force. C'est des métiers de toute façon avec beaucoup de méthodes. On pourrait expliquer tout à l'heure avec les positions des animaux où tout doit être fait intelligemment en fait, au service du tondeur et au service de la tondue. Voilà, pour qu'il y ait une ergonomie parfaite pour les... Voilà, a priori, la compétition a l'air de se terminer. On est un petit peu en retard, on a environ un quart d'heure, 20 minutes de retard sur les compétitions. C'est pour cela que la demi-finale junior, qu'on va tenter de vous commenter, n'est pas vraiment pour l'instant commencée. Les compétiteurs là sont en train de quitter le podium. Comment est-ce qu'on appelle ce type de podium ? Alors, on peut Parce que c'est quand même une organisation très particulière, un mondial de moutons comme celui-ci. Ouais, voilà. Alors ça, en fait, du matériel comme ça, en France, vous l'avez pas forcément pour tondre parce qu'on n'a pas des gros troupeaux comme on a pour avoir en hémisphère sud. Par contre, il y a des troupeaux qui, pour nous Européens, nous paraissent comme gigantesques qu'on a en hémisphère sud. Les élevages sont équipés de salles de tonte comme ça. Sans les sponsors, mais il y a bien entendu, il y a une estrade et puis hop, on amène les moutons et les moutons sont tondus. Alors tout à l'heure, je suis allé faire un petit tour de l'autre côté de l'estrade. C'est toujours intéressant d'aller voir ce qui se passe dans les coulisses. D'un côté, on a les moutons qui attendent pour passer sur le podium. Et puis de l'autre, les moutons qui se sont faire une petite coupe d'été, c'est ça ? Ouais, exactement. Et donc tout à l'heure, on parlait des inspections. Il y a une inspection du juge à l'avant. Mais après, le travail est épluché aussi derrière pour voir, on va dire, si la finition... c'est voir si la frange n'est pas de côté. Voilà, c'est ça qui est inspecté aussi. Devant, on juge la vitesse et derrière, on juge la qualité. Devant, on juge la vitesse et les fausses coupes, de ne pas passer deux fois au même endroit. Et derrière, on va plutôt regarder la finition. Voilà, est-ce que... Voilà, on dit faut que la brebis soit comme un œuf après, il faut que ce soit tout rond, il faut que ce soit tout nickel. Et ben voilà, c'est ça qui est évalué à l'arrière. Les fausses coupes, parce qu'en fait après ça fait des toutes petites fibres et c'est pas facile à filer et puis à faire de la laine avec. C'est même des fibres qui sont éliminées, donc du coup effectivement ça sera une autre catégorie qui sera plus tard dans la semaine. Le travail du wool handling, donc c'est le travail de la laine. Donc ça c'est des personnes qui récupèrent la laine, qui doivent la trier, qui doivent hiérarchiser les fibres, les trier et les envoyer après pour les envoyer pour être expédiés. Et donc là clairement c'est quelqu'un qui a une tâche stratégique par rapport au prix de la valorisation de la laine en fait. Voilà. Là on voit un peu ce qui se passe de près. On est toujours sur de la tonte au ciseau a priori. Ouais. Là c'est une des gestuelles les plus coriaces, ce qu'on appelle l'ouverture du cou. Donc on n'ouvre pas le cou, on tond la laine du cou. Mais c'est une des gestuelles les plus impressionnantes quand on travaille aux forces. À la machine, ça l'est un peu moins parce que bon, c'est plus facile. Il y a moins l'appréhension de devoir traverser ces grandes lames, traverser la toison. Et voilà. Et bon, là, il supporte un peu toujours ça. Avec la main gauche, souvent, le tondeur supporte la toison pour garder une certaine épaisseur et pouvoir tondre et garder, ne pas être trop à ras pour diminuer le risque de coupure, bien entendu. Les brebis, avant de se faire tondre, on ne leur donne pas à manger. Il vaut mieux qu'elles soient à jeun. Pourquoi ? Ouais. Alors, le protocole, on va dire, c'est bien qu'une journée avant, on fait en sorte qu'elles soient à jeun pour qu'elles soient tout simplement moins encombrées. Parce que elles vont aussi, on va les mettre ensemble dans un bâtiment pour qu'en fait, c'est bien qu'elles transpirent un petit peu nos brebis pour que le suin fasse son travail, que ça va lubrifier en fait si la brebis transpire un peu. Pour le tondeur, ce sera beaucoup plus aisé de rentrer dans la toison avec la tondeuse. Donc il faut que l'animal transpire un petit peu. Bien entendu, c'est modéré tout ça. Mais oui, dans l'idée, il y a un petit peu de ça. Aussi, il faut se débrouiller pour les rentrer au moins 24 heures à l'avance parce qu'il faut que la toison soit sèche. Pour le tondeur, c'est déjà beaucoup plus agréable. Voilà. Mais surtout, après, pour le stockage de la laine, il faut absolument stocker de la laine sèche parce qu'elles sont dans des gros sacs qu'on appelle des curons. Et donc, il faut absolument que ces laines soient sèches, sinon, après, on peut avoir des moisissures. Donc, du coup, il faut stocker les animaux, il faut les mettre à l'abri pendant au moins 24 heures pour qu'ils sèchent bien. Et alors, si on ne leur donne pas à manger, c'est aussi parce que, comme elles sont sur le dos, les brebis, il ne faut pas que la panse vienne comprimer les poumons et les empêche de respirer. Oui, voilà, exactement. Oui, ce sont des ruminants. Donc, il y a toujours des fermentations qui se font dans les estomacs. Et effectivement, plus on limite l'alimentation,
Et comment est-ce que ça se passe quand elle redescend? On l'a vu, il a jeté la brebis, mais il la jette. C'est dans un petit toboggan, c'est quoi? C'est une sorte de toboggan et du coup, mais il n'y a pas de problème pour. On va aller bien réceptionner. Le toboggan n'est pas au Libye. Hein. Il fait pas 12 mètres. Ça se redescend juste de la hauteur de l'estrade là. Et voilà, donc ça se passe comme ça sans problème. Après ils se retrouvent, ils sont même rassurés parce que les moutons n'aiment pas être seuls. Donc ils sont là derrière, ils se retrouvent tous ensemble, ils sont rassurés. Voilà. Alors, on a parlé des brebis, on va maintenant parler des sportifs qui les tondent, ces brebis. C'est un sport à part entière, on l'a dit, ce qui veut dire qu'il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner, il faut avoir de bonnes épaules, il faut avoir un dos solide parce que c'est un métier à part entière déjà. Si au bout de 10 ans on ne veut pas avoir le dos complètement déglingué, complètement foutu, il vaut mieux avoir un dos un peu musclé. Exactement. Une des premières qualités d'un tondeur, c'est pas d'être musclé, c'est d'être souple d'abord. Il faut beaucoup de souplesse au niveau des jambes, beaucoup de souplesse au niveau du dos et au niveau des bras et des poignets. Voilà, c'est la première particularité, c'est ça. Donc en fait, on pourrait penser quand on ne connaît pas l'art de la tonte que c'est les costauds qui vont arriver à manipuler mieux les animaux, qui vont arriver à mieux les tondre. Et pas forcément. Il faut plutôt la morphologie type d'un tondeur. C'est plutôt quelqu'un qui est très longiligne, très fin, qui va pouvoir aller bien chercher, parce que s'il a des grands bras, il va pouvoir aller chercher sous les cuisses quand il a assis sa brebis, il peut bien aller chercher dessous avec la tondeuse. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir beaucoup de souplesse. Et il y a les tondeurs qui font ça à plein temps, c'est des gens qui font vraiment attention à leur corps. Un des meilleurs tondeurs en France, celui qui a eu le plus de titres de champion de France, c'est quelqu'un qui tond 6 jours sur 7 et puis le dimanche, au lieu de rester tranquille, il va à la piscine encore pour faire des longueurs, pour s'entretenir. Parce qu'il faut, son corps c'est son outil de travail, donc il faut le respecter et travailler avec. On peut faire ça toute sa vie, tondeur, parce que c'est quand même super éprouvant, quoi. Alors, oui, on peut. Tout à l'heure, on a vu un tondeur assez exceptionnel. On a vu un tondeur irlandais tout à l'heure au Force qui a 80 ans, 81 ans. Ah ouais. Qui tombe, oui, voilà. Ouais. Mais c'est clair qu'il a la ligne, il est très 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 bien. Il s'est entretenu toute sa vie, voilà. En général, non, tous les tondeurs font pas ça toute leur vie parce que ça demande aussi beaucoup de mobilité. C'est des métiers où on fait pas tondeur dans son village. On fait tondeur dans une région de France, dans une région même d'Europe, du monde. Il y a pas mal de tondeurs qui sont ici, qui ont fait plusieurs pays de tonte. Il y a des Français qui font la saison de tonte en France et après, quand tous les moutons sont tondus dans l'hémisphère nord, ils vont chercher du travail dans l'hémisphère sud. Donc forcément, ça donne un rythme de vie qui ne convient pas toujours à tout le monde. Si après on veut avoir une vie un peu plus posée, familiale, c'est un peu moins compatible. C'est des gens, les tondeurs, je me suis renseigné un peu, on a reçu des fiches, ils nous ont envoyé des petits mails à droite et à gauche, et ils nous expliquent tous qu'ils adorent voyager, ils adorent rencontrer du monde, ils adorent, et puis c'est exactement ce que vous êtes en train de nous dire, quoi. Voilà. Ouais, c'est aussi une façon de vivre, en fait. Ils aiment ce métier, mais il y a ce côté addictif. Il y en a certains qui disent le jour où on a mis la main sur la poignée, quand on a su ce que c'était, c'est une gestuelle addictive. Mais c'est aussi le nombre de rencontres qu'on fait. Parce qu'il y a plein de gens qui dorment. Des fois, il y a 2-3 jours de travail dans l'élevage, ou chez les voisins après, et ils sont hébergés chez les gens. Donc ça au fil des années, ça développe des relations humaines. Donc c'est vraiment le côté sympa de ce métier, quoi. Voilà, c'est vraiment un métier pas très sédentaire, c'est sûr. Allez, on regarde un peu le spectacle, on apprécie parce que c'est un vrai spectacle. Et pourquoi est-ce que ça n'est pas plus développé que ça en France, d'après vous? Tout simplement parce qu'on a des petits troupeaux, alors qu'en Nouvelle-Zélande et Australie, en fait, il y a plus matière, quoi. Oui, voilà, tout simplement, on a moins la culture du mouton en France. Dans certaines régions, on est vraiment axé mouton. Mais un des premiers animaux d'élevage, c'est la vache en France. Pas forcément en termes de nombre, mais en nombre d'éleveurs, je pense que c'est les éleveurs bovins qui sont les plus nombreux. Ça, on le sait bien, en Limousin, on a la limousine. Oui, c'est vrai, oui. Et donc, il y a aussi une limousine en brebis. Il y a aussi une race de brebis limousine. C'est le baronnet du Limousin, non, c'est ça? Ah, ça je sais pas, ça. Mais oui, c'est... À Bellac. Oui. À Bellac, on a bien le baronnet du Limousin. Oui, peut-être, oui. Ouais. Ben voilà. Moi, je suis pas trop de la région, donc du coup, je connais pas tout. Mais oui, donc oui, on n'a pas forcément la culture
ovine en France, c'est vrai que c'est là où c'est vraiment les colonies britanniques qui ont cette philosophie-là. On voit que c'est quand même les colonies britanniques qui sont vraiment imprégnées de cette culture ovine. Par exemple, la Nouvelle-Zélande, le deuxième sport national après le rugby, c'est la tonte de mouton. C'est incroyable. Vous regardez la télé, bon là c'est assez exceptionnel, c'est télévisé et tous les tondeurs sont très contents que ce soit télévisé. Mais il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, c'est télévisé tout le temps. Et oui, il y a même le plus grand concours de tonte de moutons se déroule à Masterton en Nouvelle-Zélande. Ils ont une télévision, c'est 70 000 spectateurs, je crois, tous les jours sur cette certainement. télévision. Oui. Il y a des concours en permanence. Il y a même des tondeurs les plus renommés font un concours le matin, ils prennent l'hélicoptère, ils vont en faire un deuxième. Ça, il y en a certains qui le font, ça, parce qu'il y a aussi des gains, il y a des vrais gains à gagner dans ces concours. Donc ça n'a rien à voir, c'est vraiment ils ont une culture beaucoup plus développée du concours que par rapport à chez nous. Et les vrais de vrais, les plus grands champions viennent de Nouvelle-Zélande et ils sont là. Alors oui. Il n'y a pas que des Néo-Zélandais qui ont été champions du monde, hein. Il y a aussi eu des gens dans l'hémisphère nord. Jamais de Français par contre. Non, pas encore, ça va venir, on va y travailler. Peut-être cette année, peut-être. On espère. Ouais, c'est les nouvelles. Alors, d'une façon générale, si on fait une moyenne, effectivement, il y a plus de Néo-Zélandais qui ont gagné les championnats du monde que dans d'autres pays. À la machine, aux forces, c'est une autre nation qui se démarque, c'est l'Afrique du Sud. Ouais. L'Afrique du Sud sont des leaders en... Pourquoi ? Parce que je pense que c'est une méthode qui est... Ce matin, je causais avec un Irlandais qui m'expliquait que au moins 80% des brebis en Afrique du Sud sont tondues aux forces. Parce qu'il n'y a pas d'électricité peut-être partout. Ouais, je pense, voilà, c'est surtout ça, voilà. Donc c'est pour ça que qu'ils excellent à ce point-là au niveau de cette méthode, hein, tout simplement. Et que nous, là-dessus, on est un peu rentré. On a deux candidats qui sont d'un bon niveau, hein. Ils ont Loïc et Reinhardt, ce sont deux bons candidats. Voilà, d'une façon logique, ils sont au niveau, ils n'ont pas le niveau pour être champion du monde cette année, même si on leur souhaite bien entendu. Alors a priori, la demi-finale junior devrait commencer assez rapidement maintenant, d'après ce que j'arrive à comprendre. Alors comment est-ce que ça va se passer ? Alors on a donc ce podium avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 candidats qui montent dessus. Et alors ils sont tirés au sort. Voilà. Il y a eu donc un quart de finale évidemment avant. Ce matin, il y a eu des qualifications. Il y a 12 personnes qui ont été sélectionnées pour participer aux demi-finales. Donc il y aura 2 demi-finales de 6 personnes. Et on tire au sort le poste au dernier moment. Pourquoi ? C'est pour vraiment couper court aux toutes discussions. Mais ce poste il va mieux, ce poste... Pourquoi il y a des postes qui vont mieux par rapport à d'autres ? C'est pour justement... Non, normalement non, il n'y a pas. Ou pour être sûr, pour dire, c'est sûr, il ne peut pas y avoir d'arrangement avec les juges, parce que les juges ne vont pas savoir qui a quel poste. De toute façon, les juges bougent. Et voilà. Et en plus, régulièrement, à chaque animal, les juges bougent de la gauche vers la droite, tout le temps, pour justement brasser le maximum le nombre de juges avec le nombre de candidats. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de préférence au niveau de l'arbitrage. Alors, je mets mes lunettes pour pouvoir voir le nom des candidats qui va bientôt s'afficher. On a notamment une jeune femme qui s'appelle Lucie Granger qui va concourir. Elle fait partie de l'équipe de France. C'est une compétitrice en catégorie tri de laine, résidant dans les Hautes-Alpes, en Haute-Provence. Oui, c'est aussi là aujourd'hui elle fait le concours machine junior, mais c'est aussi Lucie, c'est quelqu'un qui excelle au niveau du tri de laine. Voilà, elle a fait partie des qualifications. C'est pas elle qui représentera la France pour le tri de laine, mais alors les candidats, ils sont là-bas, tout au fond à gauche. Voilà. Vous les voyez. Ouais. Ils sont en train de monter sur le podium. À l'heure actuelle, ils ont été tirés au sort apparemment. Vous les reconnaissez, vous, ces candidats-là ? Alors, sur la gauche, oui, normalement, c'est une jeune demoiselle qui nous vient de l'Allier, qui s'appelle Émilie Clavel. Alors, la famille Clavel a fait très fort, parce qu'ils ont mis un frère et une sœur dans cette demi-finale. Donc, bravo vraiment à la famille Clavel. Donc, son frère William, il n'est pas là pour celle-ci, non, il n'est pas là. Alors, il y a William Louis Clavel, il passera peut-être dans les 6 qui vont suivre là. Hein, donc, voilà. Voilà. Alors, on a les noms qui vont s'afficher.
Alors, Émilie Clavel, elle est à l'extrême droite. On a Cécile Valadier, on a Lucas Woziensko, Lucie Granger également. Ouais, et puis William Griot. Un petit problème d'affichage. Parce qu'Émilie, c'est sûr qu'elle est. C'est pas elle à droite, c'est sûr. Voilà. Donc, comment est-ce que ça doit se passer? C'est-à-dire qu'ils n'ont droit à absolument aucune assistance. Ils ont une tondeuse électrique qui est derrière eux. Ils doivent allumer la tondeuse. Ils doivent attraper le mouton. Expliquez-nous comment ça doit théoriquement se passer. Alors derrière les petites portes, on voit derrière les petites portes, on voit qu'il y a des gens. Ça, c'est des gens qui vont faire passer les moutons. Donc ils les attrapent, ils les présentent au tondeur de façon assise. Comme ça, le tondeur prend les pattes de devant de la brebis dans ses mains et vient se le poser pour le tondre. Voilà. Et ensuite, dès qu'il a fini de le tondre, il tire sur la petite corde. On voit au niveau des moteurs, on voit il y a les moteurs, il y a une corde qui pend à côté. Alors, on a vu un candidat qui l'a, Lucas, voilà, il vient de l'actionner. Ça, c'est pour démarrer, arrêter le moteur tout simplement. Et donc du coup, dès qu'il a tondu sa brebis, hop, un petit coup de toboggan et on passe à la brebis suivante. Donc tout à l'heure, au niveau des qualifs, donc c'est Lucie qui a fait le meilleur score. Alors Lucie Clavel, son père tond des moutons depuis quel âge? 16 ans. 9 mois par an et ça fait 2 ans qu'elle tond de temps en temps, certains week-ends pendant les vacances. Et c'est une passion qu'elle a développée un peu au gré du temps. Elle apprécie le contact avec les animaux et les chantiers de tonte qui présentent une ambiance agréable, conviviale. C'est ce qu'on disait en gros tout à l'heure. Elle tond dans l'Allier et sa méthode s'appelle la chémelle. Alors c'est une méthode qui est employée, d'après ce que j'ai compris, uniquement par l'équipe de France. Expliquez-nous. Alors, la majorité des gens utilisent la méthode des frères Bowen, une méthode néo-zélandaise qu'on pourra expliquer tout à l'heure. 41 coups de tondeuse. Ouais, alors voilà, la perfection, si on applique à perfection la méthode Bowen, on fait environ une quarantaine de coups de tondeuse. Avec la méthode Chemelle, en fait, c'est une méthode... Ça y est, c'est parti. Ça y est, voilà, c'est parti. Allez. La méthode Chemelle, en fait, c'est une adaptation de la méthode montmorillonnaise. Donc ça a été M. Chemel qui était un éleveur tondeur dans l'Allier, donc de la région d'Émilie, et qui a adapté un peu sa méthode montmorillonnaise. Donc là, en fait, la méthode Bowen, on commence d'un côté, on commence par un gigot, on remonte à l'épaule, on repasse à l'autre épaule et on redescend vers l'autre gigot. La méthode montmorillonnaise, on a plutôt un travail qui va... Là, c'est quelle méthode qui est employée là? Là, devant nous, c'est la méthode Bowen. Bowen. Voilà, donc 41 coups de tondeuse dans un ordre bien défini et codifié. Oui, tout le temps. Ce qui permet simplement de gagner du temps. Voilà. Oui, c'est vrai qu'au bout d'un moment, si la méthode s'est imposée, c'est parce que c'est celle qui avait un bon compromis entre le débit de chantier, l'ergonomie du tondeur et aussi l'ergonomie de la brebis. On voit, regardez, Émilie, comment elle maîtrise bien la pose de son animal. Voilà, la là, brebis, c'est Émilie Clavel qu'on voit. C'était Émilie, voilà. Vous voyez. La brebis, elle est toujours assise en fait. Il ne faut pas que la brebis puisse avoir un point pour se catapulter avec ses membres. Parce que voilà, Alors, j'aimerais vous parler de Cécile Valadier, qui est une autre Française, donc passionnée d'élevage ovin. Elle a découvert la tonte en France et le tri de laine lors d'un voyage en Nouvelle-Zélande, où elle a eu l'occasion de travailler dans des salles de tonte là-bas. Elle pratique aussi le tri de laine, et on verra ça donc un petit peu plus tard. Ses points forts, c'est qu'elle est perfectionniste, et le problème, c'est qu'elle nous dit qu'elle n'est pas assez rapide. Cécile Valadier, ce qui pose quand même un certain nombre de problèmes dans ce genre de compétition. Oui, après, on va se répéter, mais la vitesse ne résume pas du tout la personne qui va gagner. C'est 40% de la note finale, c'est ça? Voilà, mais dans 40%, il y a encore 60%. Et voilà. Donc du coup, il faut vraiment, avant de rendre un travail en compétition, avant de le faire vite, il faut d'abord le faire propre. Mais dans leur travail de tous les jours, chez les éleveurs, c'est pareil. Parce que si vous allez vite... Là, c'est Lucie Granger qu'on voit, une autre Française, membre de l'équipe de France, donc avec un palmarès assez important. 2018, vainqueur du championnat de France à Mérac, dans le Lot, dans le 46. 2017, vainqueur du concours international de Bellac. Chez nous, c'est Rodienne. Voilà. Ouais, Lucie ce matin qui a fait un score à 26 points 400. Elle a fait vraiment. On était tous super contents pour elle. Elle a vraiment su aller vite
Et elle a vraiment fait quasiment un zéro faute. Il n'y avait rien à redire sur son travail. On voit qu'elle a eu quelques points de pénalité, 22 points de pénalité. Donc c'est vraiment pas beaucoup par rapport à ça, quoi. C'est vraiment là où elle a gagné. Alors, et puis là-bas, tout au fond, on a une Allemande qui s'appelle Caroline Bunting. Elle a un profil assez particulier. Elle est ingénieure de technologie médicale. Et c'est assez rare, ça, parce qu'en général, tous les tondeurs qu'on voit ici sont des tondeurs de métier qui font ça depuis qu'ils sont tout petits, parce que leurs parents avaient des fermes avec des moutons, etc., quoi. Alors, au niveau de l'ATM, donc l'association des tondeurs de moutons, il y a 300 adhérents à l'ATM et 90% en fait sont double actifs. Donc tous ne sont pas toujours dans le milieu de... Là on voit passer Fred Dussault là, qui est à gauche. Lui il est maçon le reste de l'année. Il est maçon et donc du coup pour lui la tonte c'est un loisir, c'est aussi un complément de revenu. Alors là il y a des petits bouts de poils là, qui restent sur le bout du pied du mouton. Est-ce que c'est des fausses coupes? C'est quoi? Oui, c'est un indicateur. De toute façon, s'il y a des poils qui ne sont pas restés tenus à la toison, c'est peut-être bien qu'il y a eu un endroit où le tondeur est passé 2 fois et a laissé un peu d'épaisseur une première fois. Donc il a dû repasser, il a fait une fibre courte. Si je m'en tiens à ce que vous nous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire on gagne quand on a le moins de pénalités possible, pour l'instant, c'est Cécile Valadier qui est en tête. Oui, pour l'instant, on voit là, pour l'instant, elle a un total de 26 points. Donc oui, Lucie Granger vient juste de repasser devant là, avec 25 points. Et ça se tient. Et on voit aussi Caroline Bunting ce matin qui a fait 2e, donc juste derrière Lucie. Donc clairement là, il y a eu les 2 meilleurs de ce matin qui sont dans la même demi-finale. Attention, parce que du coup là pour l'instant on compte que le temps et on compte les fausses coupes, vraiment la première inspection des juges. Il y aura la deuxième inspection derrière qui va compter des points. Plus ou moins pour chacun des candidats. C'est énervant d'ailleurs pour le public qui est devant parce qu'ils applaudissent, ils sont contents. Puis ça se trouve, c'est pas celui qu'ils applaudissent le plus qui a gagné. Oui, voilà. Quand on n'est pas exercé, quand on ne connaît pas trop la méthode, dans un premier temps, on se fait un petit peu, on en prend plein les yeux par la vitesse d'exécution. Et effectivement, quand on n'a pas l'habitude, on n'a pas l'œil exercé, on a envie de penser que celui qui a fini premier sera champion. C'est pas toujours le cas. Et alors, votre œil exercé vous dit quoi là? Eh ben, en fait, ce qu'on cherche à avoir, ce qu'on aime bien, du coup, c'est on aime bien voir quelqu'un. Oui, on aime bien voir quelqu'un qui maîtrise bien sa brebis. Oui, là, en 5e position. Elle n'a pas l'air contente la brebis. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est un indicateur d'une un peu moins bonne maîtrise. L'animal n'a pas été tout à fait posé comme il faut. Donc du coup, il a essayé de se débattre, essayé de partir. Donc voilà. Donc ça va déstabiliser un petit peu la concurrente parce que voilà, niveau mental, ça la sort un peu de son concours. Elle perd aussi des secondes parce que le temps de la Est-ce qu'il arrive qu'une brebis ait un mauvais souvenir de son tondeur? Non, je pense pas, quand même pas, non. Genre ta tête me revient pas. Non, on n'est pas là. De toute façon, voilà, c'est un peu comme les coiffeurs. Des fois, on les trouve pas très intéressants, mais quand même, on n'est pas fâchés à ce point-là. Et donc du coup, ils reviennent. Non, il y a pas de. C'est pas comme ça, donc ça se passe, oui. Ah là, il y a un peu des fausses coupes, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Regardez. Alors, voilà, on voit là, elle va doucement, parce que voilà, regardez, hop, là-dessous, voilà, ça c'était un peu, il en a laissé un peu, donc ça lui a demandé un coup en plus, donc du coup, du temps en plus. Ouais. Voilà, et ça veut être considéré comme des fausses coupes. Alors, regardez, hop, il y a différentes parties du corps sur le mouton. Ouais. Expliquez-nous. Donc l'idée, c'est de faire une toison, c'est-à-dire de couper toute la laine en un seul morceau. Voilà, il faut que qu'on retrouve le manteau en entier. Parce qu'après, donc ça va être trié. Il faut savoir qu'au niveau de la laine, là on a encore la candidate allemande qui est en train de terminer. Lucie a déjà fini. Ils doivent tondre combien de moutons là sur une demi-finale comme ça? Là, ils en ont eu 3 à faire, normalement, je pense. Ouais. 3 ou 4, je sais plus. Là, ils en ont 3, je pense. Ouais. Lucie a déjà fini. L'allemande a l'air d'avoir un peu du mal là-bas. Hein. Celle qu'on voit actuellement à l'écran. Ouais, là. Elle a été un peu moins rapide que ce matin, oui, il me semble. Ce matin, elle était un peu plus rapide. Mais un peu plus vite que maintenant peut-être. Mais n'empêche que Lucie avait été et plus rapide et plus propre. Donc là, vraiment, ce matin, Lucie était intouchable. Ouais. Et donc du coup, comme on sait qu'il y a des parties nobles au niveau de la viande, il y a aussi des parties nobles ou moins nobles au niveau de la laine.
Les parties nobles, en fait, c'est les parties qui seront les moins souillées. Donc, faut savoir que le ventre, l'animal se couchant sur le ventre, il y a forcément plus de terre et tout ça qui va se mettre. Il fait pipi, il fait caca, c'est ça. Donc du coup, c'est pour ça que dans la gestuelle, le tondeur, quand il commence à faire le ventre, hop, il switch, il le met de côté, la laine du ventre, elle est mise de côté, elle ne sera pas mélangée du tout avec le reste. Et après, en fait, les meilleures parties seraient plutôt au niveau des épaules, des côtés, parce que c'est là où il y a moins de poussière, le moins de pluie aussi qui est passée. Si on a eu trop de pluie, on a des fois des laines qui on appelle ça une laine jarreuse. C'est une laine jarreuse. Voilà, c'est une laine qui devient un peu comme un poil rêche, vous savez, comme des fois comme les chiens à poil dur là, vous savez, un peu comme ça. Ça fait une laine un peu avec des poils, pas du tout un poil comme la laine d'Olette. Elle est un peu blessée la brebis là, j'ai l'impression là. Ouais, c'est superficiel, oui, voilà, c'est pas. Après, s'il y avait un problème, derrière ils ont tout de suite des bombes ou alors s'il faut recoudre. Des fois, on peut se surprendre à voir saigner une brebis. C'est pas forcément que le tondeur a fait une entaille, voilà. C'est que des fois, sous la toison, il y a des verrues ou il y a des boutons de peau. Voilà. Et donc du coup, quand ça passe, hop, ça. C'est des petits abcès et tout. Des fois, ça peut arriver. Voilà. C'est pour ça que ça peut. Mais les gens sont plutôt très appliqués. Oui, ils vont doucement. On voit bien le travail de la main. On disait que l'allemande, tout à l'heure, allait très lentement, mais on se rend compte qu'elle est quasiment en tête. Elle est deuxième là, pour l'instant. Ouais. En termes de pénalité, elle a 36 points de pénalité, et puis c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Alors là, je vois qu'elle pour l'instant elle a 36 points. Donc Lucie est encore devant pour l'instant. On voit même que les deux meilleures ce matin, elles se retrouvent quand même franchement devant les autres. Parce qu'elles ont 34 points et 36 points. Lucie Granger, donc je vous rappelle, membre de l'équipe de France. Donc 4 participations au tournoi Destination, participation au championnat du monde en Nouvelle-Zélande en 2018. C'est une des meilleures françaises. Ouais, c'est une des meilleures françaises pour le tri de laine. Sa spécialité, c'est là où elle excelle vraiment. C'est le tri de laine. Là, elle est en catégorie junior. Ouais. Donc voilà, dans sa catégorie aujourd'hui, elle excelle. Néanmoins, si demain on la compare à des candidats qui sont en open, voilà. Qu'est-ce qu'elle va donner quand elle va être confirmée ? Elle va donner, elle va faire du super boulot. C'est toute une famille, les Grangers. C'est la tonte de mouton, c'est aussi une affaire de famille. C'est souvent ça. Ils viennent des élevés. Alpes de Haute-Provence. Ouais, voilà, toute la famille est originaire de là-bas. Et ils font la transhumance au printemps, en été, tout ça. Ouais, voilà, ouais. Alors du coup, son frangin est venu habiter dans la Creuse, venu s'installer dans la Creuse, ouais. Et donc du coup, vous les verrez certainement pendant cette semaine. Les frères sont plutôt des jeunes très prometteurs. Voilà, on s'accorde tous à dire que tôt ou tard, ils seront dans le top au niveau français. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus s'installer en Creuse ? C'est parce qu'ils ont trouvé une opportunité ? Oui, certainement, oui, voilà, oui. Il faudra qu'ils viennent nous voir tout à l'heure, on parlera. Oui. Lucie Granger, donc là-bas sur le podium. Alors on attend que les derniers compétiteurs terminent leur mouton. Alors il y en a un qui gigote un peu là. Ouais, alors tout le monde attend aussi, on voit aussi, ça c'est un code, c'est une déontologie entre concurrents. On attend toujours que tout le monde ait fini avant de partir. C'est une forme de respect pour tous les concurrents. Parce qu'en plus aussi, c'est pas très plaisant pour ceux qui finissent à la fin. Donc je trouve que c'est plus courtois et ça permet même, c'est plutôt fair play. Des fois même il y a les concurrents encouragent ceux qui n'ont pas encore fini. Parce que justement, il faut aussi garder la tête froide. Parce que là, forcément, la candidate elle va se rendre compte que tout le monde la regarde, parce qu'il y a qu'elle. Et donc le plus dur, c'est de rester focus sur sa tonte et de bien être dans sa bulle et de rester le plus possible hermétique à l'ambiance autour. Donc là, on arrive à 11 minutes, bientôt 12 minutes de tonte. C'est beaucoup ? Ouais, ça commence, mais voilà, ça commence en plus pour des... Enfin, oui, surtout quand on est sur des rythmes, on va chercher aussi la performance quand même. Donc, ouais. Au championnat de France, par exemple, pour la finale Open, il y a une vingtaine de moutons à faire et ça, ils le font à peu près en un quart d'heure. Ouais. Mais ils finissent, ils sont rôtis, là, ils sont bien fatigués. Pour comparer un peu dans les grosses exploitations néo-zélandaises ou australiennes, un tondeur de moutons, il peut tondre plusieurs centaines de moutons par jour ? Oui. On a vu on a vu si on voit dans les performances, dans les meilleures performances,
certains tondeurs qui ont annoncé plusieurs centaines jusqu'à 600, 800. Regardez, là, par exemple, il y a Ivan Scott, un Irlandais, qui a fait 867 agneaux en 9 heures. Allez, donc là, c'est terminé, on dirait. Voilà. 867 agneaux en 9 heures, c'est énorme. C'est énorme. Après, c'est des agneaux qui sont amenés sur un plateau. Hein. Il ne va pas les chercher dans le troupeau, il les ramène, il les tond. Il a un joli béret, monsieur, hein, derrière. Ah oui, monsieur Arcoutel. Alors, oui, c'est le chef de l'arrière, tout le temps. Il est toujours en train d'aider là-dessus. C'est son milieu. Il maîtrise ça. D'une main de maître, l'organisation derrière pour approvisionner des moutons, parce que ça aussi c'est une sacrée balance. Les candidats sont en train de descendre du podium et les 6 autres donc, de cette demi-finale junior donc, ne vont pas tarder à arriver maintenant. Bah, oui, là, on voit les scores. Les scores sont passés en rouge, donc ça veut dire que la correction a été apportée par les juges à l'arrière. Par exemple, l'Allemande, elle a fait mieux que Lucie cette fois. Elle est restée à 38,9 points. Et Lucie, là, cette fois, elle a perdu son leadership parce que je pense que derrière, au niveau de la finition, les juges ont trouvé un peu plus à redire que sur la concurrente allemande. Alors, on va essayer de récupérer Lucie Granger. Vous la voyez, elle est par là, non? Lucie Granger. Alors, où est Lucie? Ah, Lucie, elle est là-bas. Elle est au pied, à l'estrade, elle parle avec les gens. Elle est à l'estrade, elle parle avec les gens. Lucie, on va essayer d'aller la chercher si on peut. Là, elle se relève. Pour lui demander de venir nous rejoindre, de nous donner un peu ses impressions. Lucie Granger. Alors, on va essayer de gérer ça rapidement si c'est possible. Pendant qu'on voit donc les candidats, on a le japonais là qui est là. Oui. Et c'est courant la tonte de mouton au Japon? Eh ben oui, il faut croire que oui. Parce que je vois pas où c'est le sosie officiel de Mario Bros, mais au Japon. C'est vrai qu'il a la même tête. Ça. Alors on a qui là? On a qui? Paul Étroit, Yuki Yamamoto, William Louis Clavel, Kevin Burke, et puis, j'arrive pas bien à voir là-bas au fond. C'est notre ami japonais. C'est encore un japonais. C'est Shingo Sakai qui sera complètement à gauche. Ouais. Alors, William Louis Clavel. Voilà. Il nous vient d'où, William Louis Clavel? Il est l'heureux beau-fils d'un tondeur de moutons expérimenté. Son beau-père lui a tout appris pour attraper les moutons pendant toutes les vacances. Alors si je comprends bien, pour avoir la fille, il a dû apprendre à attraper les moutons. Il faut croire, oui. Il faut croire qu'il a dû payer cher. Bon, ben, on va voir s'il s'en sort bien. Hein. Voilà. Il a des points forts, le garçon. Il emploie aussi la méthode Schemmel. Voilà, comme sa sœur. La méthode Schemmel, comme sa sœur. Et pour lui, c'est la meilleure technique parce qu'elle est française et utilisée uniquement par son équipe. Ouais. Vous n'avez pas expliqué précisément tout à l'heure la méthode Schemmel, c'est quoi la caractéristique principale? Alors, on va dire que c'est une adaptation de la méthode montmorillonnaise. Donc la méthode montmorillonnaise, on part de haut en bas. En fait, en faisant un coup à gauche, un coup à droite, et c'est même une méthode où on fait passer la tondeuse dans le dos, et c'est une méthode ambidextre. La montmorillonnaise, on tourne autour de la brebis. Voilà, la méthode Schemmel, c'est la méthode montmorillonnaise, mais sans faire passer la méthode dans la tondeuse dans le dos. Allez, c'est parti. On tourne autour de la brebis. On tourne autour de la brebis. Et donc il a des points faibles, notre ami William Louis Clavel. Le stress d'être jugé par les autres tondeurs, d'être scruté par des centaines de personnes, là il est mal barré. Hein. Et puis les agneaux aussi, car c'est très bas pour lui, il manque de souplesse. Là c'est des moutons, c'est pas des agneaux. Hein. Oui, voilà. Ah, oui. Mais bon, William il est jeune, il va s'aguerrir, il va faire comme tout le monde, hein. Il va avoir un peu moins peur bientôt. Et surtout qu'en plus c'est quelqu'un qui clairement monte son niveau régulièrement. Donc je pense que son niveau fera qu'après il aura certainement moins l'impression du regard des autres, parce que il fait partie des jeunes qui montent et on sent à chaque concours, à chaque année, il rehausse un petit peu son niveau. Donc je pense qu'il n'y aura aucun problème pour lui, il va évoluer très très bien. Yamamoto Yuki, donc il est japonais. Sa profession, c'est trieur de laine. Donc il a appris la tonte de mouton en Nouvelle-Zélande,
donc maintenant il travaille dans une ferme au Japon. Voilà. Beaucoup de tondeurs. Enfin, la Nouvelle-Zélande est quand même un point commun de beaucoup de tondeurs. La plupart des tondeurs ici sont tous allés un jour ou l'autre en Nouvelle-Zélande. C'est la place to be au niveau de la tonte. Voilà, et puis en plus, c'est. Et on disait tout à l'heure, ils voyagent beaucoup de toute façon, tous ces gens-là. Hein. Ouais, voilà. Pour eux, en fait, dans leur confrérie, c'est normal. Pour beaucoup de gens. Il y a plein de gens qui font 5 km pour aller au travail et ça leur va très bien. Eux, je pense que ça leur suffit pas de faire 5 km. Ils ont envie de voir du monde, de voir du pays. Et voilà, même si la gestuelle reste la même, je pense qu'ils ont l'impression de changer au moins un peu de métier. Voilà. Alors à côté de Yuki Yakamoto, on a Paul Étroit. Il est étudiant en gestion forestière ainsi qu'en agriculture. Et puis il a découvert donc la tonte de moutons dans la ferme de ses parents. Et il nous dit qu'il manage des moutons très fréquemment. Comment est-ce qu'on fait pour manager un mouton? Alors on ne manage pas un seul mouton en général. On manage des troupeaux. Et voilà, donc, non, parce que je sais que manager des journalistes déjà compliqué, mais alors des moutons, je vous raconte pas quoi. Oui, c'est vrai, oui. Et ses points faibles, c'est qu'il est un peu expérimenté. Ah, il est peu expérimenté. Expérimenté. C'est pour ça qu'il est dans la catégorie des juniors. Après, s'il est là, c'est qu'il va monter en niveau. Il va sûrement accéder au niveau intermédiaire d'ici peu. Alors, à côté de Paul Étroit, on a Mélissa Roth. Melissa Roth, oui. Melissa Roth. Elle nous vient d'où elle nous a pas. Elle est française. Il y a un piège. Elle est française? Je sais pas. Dites-moi tout. Oui. Elle est française, mais elle m'a pas renvoyé sa petite fiche de renseignement, donc je sais pas grand-chose sur elle. Melissa, en fait, elle est américaine, elle est de Californie. Mais elle a trouvé un truc qui trouvait super bien, c'est un homme. Elle est tombée amoureuse. Voilà, de notre président de l'ATM. Elle n'est pas tombée amoureuse de William Louis Clavel qui a dû courir après les moutons pour avoir son épouse. Non, c'est pas la même chose. Elle est tombée amoureuse d'un Picard, Johan Raffi. Voilà. Et donc du coup, ils se sont mariés l'été dernier. Et donc du coup, Mélissa, elle est venue faire sa vie en France. Elle tond des moutons et aussi elle est apicultrice. Ouais. Voilà. Et donc il y a beaucoup de double activités, je vous disais tout à l'heure. Et donc Mélissa, en fait, c'est... Il est très souriant, le japonais. Hein. Ah oui, tout le temps. C'est beau de sourire comme ça au travail. Hein. C'est beau. J'ai cru qu'il allait faire un petit bisou au mouton à un moment donné, mais j'ai eu peur. Ouais, mais pas devant les caméras. S'ils le font, c'est en off. Ils sont très pudiques. Alors, comment ça se passe, la tente, là? Alors que Lucie Granger va bientôt venir nous rejoindre, d'après ce que j'ai compris. D'accord. Alors du coup, là on voit bien, on a loupé le plan. Faut qu'on voit aussi, regardez, on voit Mélissa qui tend avec sa main gauche. Ça, c'est très intéressant. C'est une des méthodes. Regardez. Bon, la plupart sont droitiers, donc on actionne la poignée avec la main droite. Et là, c'est le japonais qu'on voit. Voilà, c'est le japonais. Et avec la main gauche. Alors je vous interromps parce que Lucie Granger vient juste de nous rejoindre. Voilà. Hop là. Bonjour Lucie. Tenez, je vous donne le micro. On a vu votre performance. Regardez, la caméra, elle est là. On a vu votre performance. Racontez-nous un peu comment ça se passe dans la tête là quand on est en pleine compétition. Il faut arriver à la fois à gérer le stress et à la fois à avoir suffisamment d'énergie, enfin pas se mettre trop au calme non plus pour quand même pouvoir donner le maximum de soi pour aller plus vite et plus propre, faire la meilleure technique que possible. Comment est-ce que vous avez débuté, vous, la tonte de moutons? Vous êtes issu d'une famille un peu de producteurs de moutons? Oui, moi c'est un peu simple. Mon père était tondeur, il est aussi éleveur. Mes deux frères sont tondeurs et éleveurs. Je suis tondeuse et j'espère être éleveuse un jour aussi. Parce que c'est une passion qu'on se transmet comme ça. Parce que quand on grandit dans ce milieu, ça devient très passionnant. Alors, on a vu tout à l'heure que c'est vous qui aviez obtenu, je crois, le moins de pénalités dans les 6 premiers. C'est-à-dire que vous êtes plutôt bien parti. Et là, il y a la deuxième moitié de la demi-finale qui est en train de se passer. Donc, on attend de voir ce que les autres concurrents vont faire pour savoir si, du coup, ma place est gagnée dans la finale ou pas. C'est quoi votre objectif ? Mes objectifs, ils sont surtout sur les concours de tri parce que je suis dans l'équipe de France. Donc, on a les éliminatoires All Nation en tri cet après-midi à partir de 14h. Alors, je vais vraiment me concentrer là-dessus. Mais je suis très contente d'avoir aussi pu faire
une super compétition en junior et j'espère être dans la finale. Et puis si je suis dans la finale, je vais avoir envie de gagner, c'est sûr. Merci beaucoup, merci, à bientôt et bon courage pour la suite. Voilà, allez, on va se rasseoir. On en est où là? Du coup, j'ai pas suivi, racontez-moi. Alors on a Kevin Burke, l'Irlandais qui a déjà terminé ses brebis. Il a été assez vite. À 42 points, donc aujourd'hui, là il est d'ores et déjà au-dessus en pénalité par rapport à Lucie. Donc lui normalement il ne devrait pas poser de problème à Lucie. On a même quasiment tout le monde qui est au-dessus pour l'instant. Donc je pense que ça sent bon pour la finale pour Lucie. Normalement ça devrait faire. C'est vrai? Ouais, je pense. C'est une super nouvelle. Voilà. Mélissa, on la voit au milieu, elle est... Et notre Français, William Louis Clavel, là, celui qui courait après les moutons de son beau-père, il semble bien placé. Hein. Pour l'instant, oui, il fait un travail assez propre. Alors oui, c'est pas mal. Il a un petit peu des pénalités. Pour l'instant, on voit 40 devant pour l'instant. Il a 40 points de pénalité. On va voir ce que ça va faire quand tout sera additionné. Mais pour l'instant, il est en train de terminer, je pense, son 4e agneau. Donc il va finir 2e en temps de sa demi-finale. Avec peut-être Mélissa. Non, Mélissa va chercher son 4e maintenant. Allez, Mélissa va chercher le 4e. Elle en a combien à tondre là? Elle en a 4. 4. On en a 4 pendant la demi-finale. Voilà. William a terminé. Il rend son dernier agneau, donc je pense que son temps va l'aider à avoir plutôt une bonne position. Alors je vous rappelle qu'on est au Dora et on vous fait vivre en direct le championnat du monde de tonte de mouton. On est dans la demi-finale junior. La compétition a pris donc un petit peu de retard. On devait vous faire vivre également la demi-finale intermédiaire, la demi-finale filles. Mais donc a priori ce ne sera pas le cas. On va donc terminer cette émission maintenant dans 19 minutes à 14h. On se retrouvera un petit peu plus tard dans l'après-midi. Et on est toujours donc dans notre demi-finale junior. Voilà. Et, il nous reste donc il reste un agneau à tondre pour Yuki Yamamoto, donc une japonaise. Mélissa, je pense, va bientôt terminer. Elle fait les passes longues de sa dernière brebis. Voilà. Mélissa, elle est dans son tempo. C'est normal, c'est quelqu'un qui n'est pas très rapide dans ses méthodes. Par contre, elle rend souvent un travail très propre. C'est ce qui fait qu'elle finit par bien se positionner. Les femmes se défendent d'ailleurs aussi bien. Il y a 2 ans, il y a bientôt 2 ans au championnat de France, Oban Nardetto, une Ligérienne, a gagné l'intermédiaire devant des hommes. Ah oui. Parce que elle a un débit de chantier qui va, mais surtout elle a une main très fine et puis donc elle va très bien et donc du coup elle a battu des hommes sans problème. Moi je me pose une question. On a des demi-finales juniors, on a des demi-finales intermédiaires, on a des demi-finales filles. Et puis là, je constate que dans notre demi-finale junior, les filles et les garçons sont mélangés. Oui. Donc expliquez-moi. C'est peut-être un peu une colle pour moi. Mais pourquoi est-ce que les filles et les garçons sont mélangés? C'est un sport où les filles et les garçons sont mélangés. Ouais. Mais pourtant, tout à l'heure, on a une demi-finale fille. Donc je comprends pas bien l'organisation. Oui, parce qu'en fait, à ces niveaux-là, peut-être que la force physique a un peu moins d'importance. Là, c'est la méthode, c'est la technique surtout qui vous fait que vous allez arriver. De toute façon, on devient tondeur, pas par la force, par la technique. Et après, c'est sûr que quand on est au niveau open, la grande majorité, ce sont des hommes parce qu'ils allient et la technique et puis après il y a la force. Ils sont capables d'envoyer plus fort, d'aller plus vite. Voilà, tout va plus vite, quoi. Enfin, ça sera quand on verra ce soir les Open. Ouais. On voit que là, William Clavel a terminé. Il a un score de 38 et quelques, mais pourtant, il a beaucoup de pénalités. Donc c'est peut-être pas lui qui est finalement là, le mieux placé. Hein. Le score étant écrit en bleu, il n'est pas encore validé. Par contre, il y a Kevin Burke qui a fait un très bon score. Oui. Sa finition a fait baisser son temps. Voilà, bravo Yuki. Yuki Yamamoto. Yamamoto, pardon. Ils sont très simples. Les Japonais, depuis tout à l'heure, ils ont vraiment ils ont le smile tout le temps. Ils sont vraiment très sympas. Ils jouent vraiment le jeu. Ils amènent beaucoup de bonne humeur à la journée. Et en tout cas, il était très souriant. Oui. Voilà, alors là, a priori, c'est terminé. Ouais. On va bientôt avoir donc le niveau intermédiaire
en demi-finale. Alors, on va tenter d'aller voir notre ami William Clavel qui va venir nous rejoindre. Notre grand Willy. Willy. Voilà, on va tenter d'aller le chercher là. Il va nous dire un peu comment s'est passée la compétition. On va l'attraper au vol. À gauche. Oui, il va le trouver, vous inquiétez pas. Notre super chargé de prod qui s'appelle Philippe Goumin est en train de lui courir après. Voilà. Et il transpire et comme il sang et sueur pour essayer de le ramener. Je vous rappelle qu'on est quand même sous un chapiteau qui fait très chaud déjà à l'extérieur, mais alors dedans, je vous raconte même pas. Ouais. Voilà. Allez. Là, on voit qu'il a tout donné parce qu'il est en sueur. Il est en sueur, notre Willy. Ah bah c'est comme ça qu'on aime leur causer aux sportifs, nous, quand ils sont encore, voilà. Allez, je te donne le micro. Je t'entends pas, je te dis, je t'entends pas, il faut que tu parles plus fort. Eh bien, écoute, il faut que tu rapproches toi le micro de ta bouche, ce sera beaucoup mieux. Voilà. Donc raconte-nous un peu comment s'est passée cette compétition pour toi. Cette compétition s'est plutôt bien passée. J'ai vraiment pas eu une très bonne contention. J'ai du mal à tenir les agneaux. J'ai vraiment du mal à tenir les agneaux, je suis assez grand. J'ai du mal à me plier, il n'y a pas beaucoup de souplesse. Après, c'était vraiment des bonnes bêtes. On peut rien dire, les Texels, ça tombe vraiment bien. On peut pas se plaindre de tout. Après, il y a trop de fausses coupes. T'es pas satisfait donc. Il n'y a pas la qualité espérée. Trop de pénalités. On tombe comme on tombe. Malheureusement, sur 4 bêtes, c'est jamais bien simple. Même sur 20, même sur 40, il faut vraiment faire des journées complètes pour acquérir du niveau. Un peu déçu ? Non, pas déçu, très heureux. Je pensais faire un résultat bien plus néfaste, bien plus médiocre. Je suis content de mon résultat, mais je voulais faire mieux. C'est vrai ? Je suis vraiment content de mon résultat, mais je voulais faire mieux. C'est quoi la suite pour vous ? La finale, le but. Le but, c'est la finale. C'est bien parti ou pas ? Je pense que c'est mal parti. Je pense que ce sera Kevin qui a 4000 points de moins que moi. Kevin Burt. Kevin Burt. Je pense que ça va être lui le grand gagnant ou alors Lucie Grancher. Ils ont un meilleur niveau que moi. C'est comme ça, ils sont plus à l'aise au niveau des compétitions. Moi, le stress m'empêche vraiment de me canaliser. J'ai du mal à prendre du rythme. J'ai du mal à tenir ma bête. C'est relativement compliqué, honnêtement. Qu'est-ce qui vous manque ? Le mental. Même pas du mental, même pas de l'orgueil, vous savez, de la confiance en soi. C'est vrai ? De la confiance en soi, de la préparation mentale. C'est pas un problème de préparation physique, c'est un problème de préparation mentale. C'est arriver, être jugé, se sentir jugé. C'est jamais bien simple, honnêtement c'est compliqué. Vous pouvez nous montrer l'outil que vous avez dans les mains ? Avec plaisir. Alors moi j'ai une poignée Horner Longhorn. J'ai une poignée Horner Longhorn. Là ça va mieux. Rien qui filme. Montrez-la à la caméra là-bas. J'ai une poignée Horner Longhorn qui a maintenant 3 ans et demi, qui a fait plus de 100 000 bêtes, qui n'était pas moi au départ. C'est quoi la particularité de ce type de poignée ? Alors moi, la particularité de ma poignée, il n'y en a pas beaucoup qui ont la même que moi en France, c'est qu'on a 4 roulements. Normalement, dans les poignées, il y a 3 roulements. 1, 2, 3. Et nous, on a un 4e roulement à l'arrière qui permet que ça chauffe un peu moins. Pourquoi ? Que ça chauffe un peu moins. Que ça chauffe un peu moins, il y a plus de roulements, donc il y a moins de frottement. D'accord. Et alors, là, on voit peut-être pas trop bien. Oh, c'est lourd, hein, dites donc, hein, en plus. Hein. Celle-là, normalement, elle doit faire 1 kg 300 grammes. Ouais. Sans peigne, sans contre-peigne, sans virole. Très bien. Et là, on voit pas bien. Levez un peu le pied, là, comme ça. Attendez. Il est pas très souple. Moi, je suis intégralement équipé en Longhorn parce que j'aime bien cette marque. Et puis parce que j'aime bien avoir un crâne au niveau des fesses. C'est plutôt sympathique. Faut le dire aussi. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allez, on vous souhaite bonne continuation et on vous dit à tout à l'heure. Allez, la compétition se poursuit tranquillement. Voilà. Je crois qu'on est passé aux demi-finales intermédiaires. C'est ça, Guillaume ? Ouais, voilà. Et c'est vrai que donc Willy a essayé de vous expliquer, mais sa souplesse nous a empêché de montrer tous ces équipements. Et effectivement, il y a l'équipement du tondeur. Il n'y a rien d'anodin là-dedans. Tous sont équipés. La trame est chaque fois la même. Donc les mocassins. Au pied, on a des mocassins quand on est tondeur. Ouais, c'est les mocassins qu'il nous a montré. Voilà, et le mocassin, il est en feutre en fait. Ouais. Parce que l'intérêt, c'est qu'en fait, ça permet de ne pas glisser. Et ça permet surtout de ne pas se faire attaquer par le suin. Le suin, si vous y allez en basket, si vous y allez avec vos baskets
de tous les jours. En une journée, les baskets elles seront bouffées par le suin, ça ira pas. Alors là, on est passé aux demi-finales intermédiaires, mais le résultat de la demi-finale junior, il va intervenir quand? Alors on va le savoir dans quelques minutes, puisque là tout est calculé. Là derrière, les juges sont en train de bosser en gros, quoi. Voilà, là ils sont en train de finaliser les notes de finition. Après tout ça est mis en commun et au secrétariat tout est recalculé et les classements seront publiés tout à l'heure. Alors là, on voit Nico Wolfhard et puis Zwen Wart. Et puis là-bas, tout au fond, donc à gauche, on a une jeune femme qui s'appelle Johanne Devaney. Oui, elle nous vient d'Irlande. Ouais, elle a fini deuxième ce matin. Elle a fini deuxième ce matin. Et donc elle a grandi dans une ferme donc où on élevait des moutons là-bas en Irlande, il y en a pas mal. Et puis son père et son frère sont aussi donc tondeurs. Cette famille donc. Donc elle a fini deuxième en compétition femme, mais en compétition en qualification intermédiaire, elle a fini première avec un total de 29 000 points. Donc plutôt un très bon boulot. Elle a même facilement gagné devant la deuxième, qui est une Anglaise, Mary Preble, qu'on verra, qui est à côté d'elle. Donc les deux lauréates de ce matin sont côte à côte. J'ai l'impression que ça va déjà beaucoup plus vite qu'avec les juniors. Là. On voit qu'on est passé dans une catégorie un peu supérieure. Oui, clairement. Oui. Et ça va faire que l'impression visuelle, elle va être que plus forte. Plus on va monter et plus ça sera fort le changement. Ouais. Quand on va voir tout à l'heure les niveaux open, ça... Même on se demande comment ça peut passer. On se demande comment la brebis peut ressortir entière, mais elle ressort entière et complètement bien tondue. Et voilà. Il faut combien d'années d'expérience pour tondre comme le monsieur qu'on voit là, en ce moment là? Ah, ça c'est des gens qui ont au moins 4-5 ans de métier. Il s'agit de Christophe Étroit, c'est un Français. Oui, Christophe Étroit, oui, c'est un Français. Voilà, Christophe il vient de lâcher sa première brebis. Plutôt, il est dans un bon timing. On lui a noté quelques pénalités. Pour l'instant, c'est lui qui a un peu plus de pénalités que les autres. Donc peut-être qu'il a fait une ou deux fausses coupes. Peut-être qu'il y a, justement, comme parlait Willy, peut-être un peu de nervosité. Vous voyez, là, au niveau du timing, il est bon. Peut-être que sa nervosité ne lui permet pas ce qu'il expliquait aussi Lucie tout à l'heure, trouver le bon compromis entre le côté agressif où il faut se motiver parce que c'est une compétition, il faut aller vite. Pour autant, garder quand même un self-control sur la gestuelle pour aller chercher les plus belles finitions. Aller vraiment travailler toujours on appelle ça plein peigne. Oui, là on voit à l'image la personne qui fait ses passes longues. Et ben là justement elle va plein peigne, c'est-à-dire que le peigne on lui fait prendre de la laine de toute sa largeur pour avancer plus le chantier, pour aller au plus vite et pas repasser 2 fois au même endroit. Est-ce qu'il y a plusieurs manières simplement de mettre la brebis quand on la tond? Je vois certains compétiteurs qui la mettent complètement sur le dos et puis d'autres qui l'assoient sur le derrière. Alors au début, dans la méthode Bowen, celle qui est la plus utilisée, le protocole reste le même tout le temps. On la met assise sur l'arrière avec une patte, la patte avant droite derrière les fesses du tondeur. Voilà, comme ça on lui fait bien dégager le poitrail pour bien lui faire la poitrine. Là, vous allez voir, hop là, ouais, il a tendu et là, hop, ils vont chercher la poitrine et le ventre. Et Kevin tout à l'heure m'a fait sous-peser sa tondeuse, c'est lourd. Hein. Ouais, oui, c'est lourd. Vous imaginez quand on tond 300-400 moutons comme ça dans la journée avec une tondeuse aussi lourde? C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de méthode intelligente. On parlait des mocassins. Le mocassin, il est fait en feutre pour résister au suin, mais aussi il n'a pas de talons. Forcément, on est de quelques centimètres plus petit qu'avec seulement des baskets, parce que ça fait quelques centimètres en moins pour se baisser. Et quand vous faites ça plusieurs centaines de fois par jour la même chose, et ben voilà, c'est de l'économie d'énergie. On économise son corps. Après, au niveau des vestimentaires, ils ont tous un pantalon noir. Ouais. C'est pas qu'ils sont tous fans du noir, ce sont des... je crois que c'est un dress code, moi. Non, je ne sais pas s'il y en existe de notre couleur, mais en général, ils ont ça. Et c'est pas des pantalons normaux. Si vous y allez, pareil, avec votre pantalon, il ne va pas passer la journée. Ou on va peut-être en faire 2, mais le suin aussi attaque facilement les textiles. Ouais, voilà. Et donc, c'est des pantalons renforcés. Aussi, ça permet quand même de limiter c'est parce que des fois, on rip, on se protège. Les pantalons aussi, vous voyez, donc tous les tondeurs ont une ceinture
pour tenir le pantalon. Parce que les pantalons, on ne met pas le bouton en haut. On ne met pas le bouton le bouton de son pantalon. Pourquoi ils ont trop mangé? Non, ceux qui mangent trop, ils arrêtent de tondre. Non, c'est simplement comme on est très souvent plié vers l'avant du corps est plié vraiment, ça blesserait, ça vous blesserait le ventre. Donc du coup, il défend le bouton. Hop là, je prends le toboggan. Voilà, un petit tour de manège gratuit. Après, les candidats la plupart ont des t-shirts de type Marcel, vous voyez, des débardeurs. C'est pour être un peu libre de ses mouvements, j'imagine. Voilà, il y a un côté libre du mouvement. Il y a le côté aussi, je pense, au niveau de température, parce que souvent, quand on tourne un mouton, c'est pas qu'il fait trop froid, c'est qu'il fait trop chaud. Donc voilà. Et un des premiers arguments surtout, c'est qu'au moins le mouton ne peut pas agripper la manche avec sa patte. Si vous y allez en t-shirt manche courte, c'est quasiment le pire des vêtements pour tondre les moutons, parce que du coup, avec sa patte de devant, il va potentiellement vous accrocher la manche et vous déséquilibrer. J'aimerais juste pour le plaisir qu'on écoute un peu le commentateur de la compétition officielle commenter. Écoutez-le un peu, vous allez voir, c'est assez spectaculaire. On va écouter Steve, un gallois. Allez, dernière brebis, je vois là-bas au poste 6 pour Émilie Chamelin. Visiblement, c'est celle qui est en tête de cette demi-finale intermédiaire. Suivi en deuxième position, si je ne me trompe pas, au poste 4, Sven Voigt. Pardon, non, c'est au poste 3, Nico Wolfert qui attaque sa 5e brebis. Et au poste 1, Joanne Devanet qui, elle, termine sa 4e brebis. Yeah, the Flying American stand 6 as she comes on the last side of her 5th and final sheep there on stand 6. She comes down. In goes Joanne from Ireland on stand 1. She's in for her 5th and final. But it's 4 more blows for Emily on stand number 6 as she comes down the last side. And out she goes, ladies and gentlemen. Give her a round of applause. Terminé pour Émilie en première position. Terminé, on peut l'applaudir bien fort. Oui, c'est assez particulier parce que finalement, le commentateur officiel commente la vitesse. Donc c'est ça. Oui. Donc moi, je suis speaker aussi de la compétition. On va vous voir tout à l'heure. D'ailleurs. Quand je suis pas avec vous, je suis là-haut dans la tour avec les collègues. Donc on a des collègues gallois aussi, irlandais et néo-zélandais. On a Jack Fagan qui est bilingue. Donc lui, il peut faire la version française et la version anglaise. Et donc du coup on alterne parce que comme la compétition elle est vue partout dans le monde, eh bien il faut bien avoir au moins 2 langues à proposer aux spectateurs. Alors là, où est-ce qu'on en est donc dans la compétition? A priori, Émilie Chamelin, qui est suédoise, si je me trompe. Émilie Chamelin, elle est américaine. Américaine. C'est quoi le drapeau qu'elle a alors là? Eh ben, c'est une petite erreur. Eh ben alors, s'ils mettent pas les bons drapeaux, on va pas y arriver. Oui. Mais elle est passée ce matin, c'est le drapeau anglais en fait. Ce matin, elle était marquée anglaise, mais non, elle est bien américaine. Christophe Fétroy est français. Sven Voigt est allemand. Et ils sont costauds quand même les filles, hein. Vous avez vu un peu? Oui, ça développe un peu les épaules, ouais. Ça, forcément, oui, ça reste quand même des travaux assez physiques. Voilà. Mais par contre, ça développe les muscles longs quand même. C'est beaucoup d'endurance, ça c'est plus d'endurance que de la force. Ouais. Alors, on fait des abdos, on muscle le dos et puis on fait aussi du yoga. Ça sert à quoi le yoga? Ça sert à faire en sorte que la brebis se sente calme et bouge pas. Ouais. Alors, c'est que le tondeur qui fait du yoga. Il ne faut pas faire du yoga à la brebis. Non, mais c'est des méthodes de respiration, de récupération, de souplesse. Voilà, pour aussi, je pense, après se maîtriser aussi, même niveau spirituel, pour être plutôt très calme. Et garder le contrôle de soi pour... Voilà, Sven Voigt qui vient de terminer. Allez. Les 5 brebis. Donc Nico Wolfert. 5 brebis, donc là pour la finale intermédiaire. Ouais, 5 brebis, ouais. Plus on monte en gamme en termes de niveau, plus on nous met de brebis à tondre. Voilà, Christophe va en terminer bientôt.
Ouais. On voit que le Nico Wolfhard, son score a été validé à 45 800. Johan. C'est un peu complexe, je trouve. La manière dont il comptabilise les points, c'est un petit peu complexe. Ah oui, c'est celle-là, oui. Il faudrait qu'il revoie ça pour l'année prochaine. C'est vrai, pour le public, c'est compliqué à comprendre. Hein. Déjà oui, pour nous. Mais tout l'intérêt je vous invite à diffuser plus souvent les compétitions. Comme ça, après, ça sera super simple, tout le monde comprendra. Faut venir l'année prochaine en France aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah voilà. On le saura d'ailleurs à la fin de ce mondial, l'endroit où ça va se dérouler l'année prochaine. Hein. Ok. D'après ce que j'ai compris. Voilà. Les compétiteurs donc, sont en train de descendre du podium. Il y en a 12 en tout et donc les 6 premiers sont en train de descendre. Si on arrive à attraper Paul et 3, ce serait bien. Voilà. Alors. Voilà, Paul. Voilà, ça y est. Ils nous entendaient pas parce qu'ils ont aussi les... Voilà, Paul et 3 nous a rejoint. Bonjour. Vous êtes en direct sur France 3 Noah. Voilà, il enlève... Vous êtes en direct donc sur France 3 Noah. Regardez, la caméra est là. Rapprochez-vous. Okay. Donc voilà, expliquez-nous. Ça s'est passé comment pour vous? Eh ben, ça s'est pas trop mal passé, oui. En fait, il fait quand même beaucoup plus chaud que ce matin. Ce matin, c'est vrai qu'on était dans de bonnes conditions. Mais là, les brebis sont bien chaudes, elles sont plus chaudes quand même. Donc c'est vrai que la tondeuse passe quand même relativement mieux. Mais bon, la chaleur est là et je crois que vous pouvez le remarquer, ça se voit. Mais autrement, dans l'ensemble, les brebis sont dans excellent état et c'est vrai que ça va super bien. Ouais. Ouais. Je suis quand même content de moi. Moi, je ne pratique plus la tonte, hein, j'ai arrêté. Hein. Ça fait plus de 3 ans que j'ai arrêté la tonte, donc voilà, donc j'ai fait pour le fun, quoi. Mais vous participez à un championnat du monde alors oui, vous avez arrêté je fais partie de l'association des tondeurs de moutons. Et c'est pour ça que je veux quand même participer. C'est quand même la moindre des choses. Comme c'est la première fois qu'on voit ça chez nous, voilà, je voulais absolument quand même participer. Alors, qui êtes-vous? Vous venez d'où? Parlez-nous de vous un petit peu. Parlez-nous. Eh bien, je suis agriculteur, hein, éleveur. Donc, je suis dans la Nièvre. Dans la Nièvre. Dans 58. D'accord. Et puis, donc j'élève des moutons. On a à peu près 480 brebis, plus des vaches limousines, une centaine de vaches. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on fait surtout de la vente directe pour les agneaux, justement. Parce qu'on s'est rendu compte que ce que les gens veulent, c'est surtout de la qualité. Et ils veulent savoir absolument d'où provient la viande. Est-ce que vous êtes d'accord avec Christophe Riffaut qui nous dit qu'on ne valorise pas assez la laine en France? Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ce qui se passe, comme j'ai été tondeur... Parce que toute la laine qu'on tond en France est envoyée à l'étranger. Oui, ça, c'est vrai. Et à moindre coût. Parce que ce qui se passe, le problème, c'est qu'il y a un problème d'éducation chez nous. Lorsque, les tondeurs font quand même beaucoup d'efforts à ce sujet-là. Mais ce qu'il y a, c'est que pendant les chantiers de tonte, beaucoup d'éleveurs négligent le chantier de tonte. C'est-à-dire qu'en fait, il se trouve beaucoup de paille, beaucoup de ficelles ou de crottes qui viennent souiller la laine. C'est ce qui explique le pourquoi que la laine n'est pas chère chez nous et qu'elle ne nous est pas payée ce qu'elle devrait être, quoi. La problématique, c'est une problématique économique? Non, oui aussi, parce que les agriculteurs, en général, les éleveurs manquent de main-d'œuvre pour trier la laine. Et puis, on n'a pas été éduqués comme ça en France. Et c'est vrai que quand on va dans les pays anglo-saxons, on se rend bien compte que la laine est triée, il y a des raousis qui sont là, elles trient la laine, tous les mauvais bouts sont enlevés, et c'est pour ça que la laine est bien revalorisée. Mais tant qu'on ne va pas faire d'efforts chez nous, c'est normal que la laine nous soit payée à 1 euro, à 1,50 € quand tout va bien, hein, je dis bien, quand tout va bien. C'est un problème de tri. C'est un problème de tri. Et il faut surtout dresser les éleveurs. Il faut que le tondeur puisse dresser les tondeurs. Il faut être sur une surface propre, parce que c'est ce qui est le plus important. Et si la laine était triée, on arriverait beaucoup mieux à la revaloriser. Et ça payerait 100 fois plus le tondeur. Il faut faire quoi alors? Déjà tondre dans un endroit qui est propre. Il faut faire beaucoup de travail de psychologie sur les éleveurs, parce que c'est pas toujours évident. Il y a des éleveurs qui disent « Oh, oui, mais bon, au prix que la laine nous est payée, on ne va pas se casser le bonnet à trier, alors que c'est une erreur. C'est une erreur. Si la laine était bien propre, ça irait beaucoup mieux. Et lorsque vous seriez pour la vendre, on aurait quand même des arguments. Voilà. Et est-ce qu'une compétition comme celle-ci peut aider? Ça peut aider pour certains, mais il y en a d'autres, vous n'allez jamais les dresser. C'est pas possible. Les agriculteurs, ils sont costauds. Ils sont têtus. Ils sont têtus. Très bien. Bon, c'est quoi votre objectif? Moi, mon objectif, par rapport à la tonte, par rapport à la compétition, là. Par rapport à la compétition, déjà, c'est d'essayer de me surpasser aussi, parce que ça me fait... J'essaye de gravir une échelle, quoi, toujours, à chaque fois, tous les ans. C'est ça le but. Même si je tombe plus,
j'essaye quand même, en tondant mes brebis, c'est là que j'essaye de me former un petit peu. Alors j'en fais pas beaucoup par rapport à des tondeurs qui vont faire 30-40 000 brebis par an. Mais bon, j'essaye de... Ça me permet de gravir la marche, on va dire. Merci beaucoup. Voilà. Allez, on vous laisse continuer. Et puis nous, on va regarder un peu ce qui se passe du côté du podium. Je vais rejoindre Guillaume Crépet, donc notre consultant. Donc a priori, les 6 personnes qui devaient participer également à cette demi-finale intermédiaire sont sur le podium, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ils ont pris place, ça y est, c'est parti. La plupart sont déjà à leur deuxième mouton. Donc on a tout à gauche Pierre-Alain Demière qui a fait ce matin un super boulot, surtout en termes de qualité. C'est la qualité qu'il a fait, je pense, qualifier ce matin. C'est là où il a marqué le plus de points. On a aussi Victor Larsson qui est un Suédois. Kevin Blanchard en 3e position qui est un Français. Sven Scheffler qui est un Allemand, Sven Scheffler. André Meister, un Suisse, et Cathy Reed, une Écossaise. Et a priori, c'est Cathy Reed qui a l'air de mieux s'en sortir pour l'instant. Pour l'instant, oui, elle a sa deuxième brebis, elle a eu que 9 pénalités. Donc oui, ça se passe plutôt bien pour elle. Alors 1 mouton, 2 moutons, 3 moutons, 4 moutons. Comment est-ce que vous faites à la fin de la journée pour ne pas vous endormir? Eh bien, on dort justement. Mais en plus, c'est que vous savez que le tondeur, le soir, eh ben, faut pas qu'il dorme tout de suite. Parce qu'il y a encore 2 métiers. Il a 2 métiers à faire encore, le tondeur. 3 presque même. 3 comptables déjà, parce qu'il faut facturer le travail. Parce qu'en plus, comme on vient qu'une fois par an chez les gens, souvent, eh ben, faut régler les affaires tout de suite. Après, il y a le travail de routier, parce que souvent, c'est des gens qui roulent beaucoup. Donc, s'ils ne sont pas hébergés par les éleveurs ou s'ils doivent rentrer chez eux, il y a une partie de route. Et il y a aussi le travail l'entretien du matériel, réaffûter tous ces peignes et contre-peignes. Ça, c'est une réelle occupation. Ah ouais? Ah oui, ils ont pas mal de boulot à faire après dans le soir encore pour affûter les peignes. Ça veut dire que les compétiteurs là qu'on voit tout de suite sur le podium ce soir vont faire la même chose? Oui. Ouais. Ah, puis en compétition, ils repréparent leurs peignes à chaque fois. Ils sont obligés. Si on veut avoir un maximum d'attaque au niveau de la laine, tout à l'heure, comme expliquait notre candidat tout à l'heure, il disait que... Allez, on attrape le bouton, on l'assoit sur les fesses. Voilà. Allez, on ouvre la toison, déjà, la première chose. Là on fait le ventre et les entrejambes. Alors ça, pour les concours, les brebis sont crutchées. Crutchées. Ça veut dire quoi? Le crutching, c'est qu'en fait, on a déjà tondu toutes les parties les plus potentiellement sensibles, c'est-à-dire la mamelle et la vulve de l'animal. Ah, d'accord. Voilà. Parce que comme on est quand même en mode compète. Donc quand elles arrivent, elles sont épilées. Voilà. J'aurais peut-être pas dû le dire. Ça. On leur a fait le maillot. Bon, c'est pas grave. Mais c'est fait. Voilà, parce qu'en fait, comme c'est quand même les parties où il y a du potentiel quand on va très vite comme ça, il y a un potentiel de blesser. Donc du coup, on veut bien entendu pas que ça se passe. Ouais. Donc les brebis sont crutchées en général pour les concours. Alors ensuite, elles sont crunchées. Oui. Et donc, du coup, on les amène au concours. Et puis, elles sont amenées tous les jours. Là, par rapport, et c'est normal, on est de plus en plus sensibles tous au bien-être animal. Les animaux sont amenés le jour même et ils sont ramenés le soir chez eux. Ils sont ramenés, dans leur environnement normal. Quand une brebis a été tondue, il ne faut pas trop la mettre au soleil parce que tout simplement, elle peut prendre des coups de soleil. Voilà, tout simplement. Même les animaux prennent des coups de soleil. Bien sûr. De toute façon, regardez, là elles avaient 7-8 cm d'épaisseur de laine. Déjà instantanément, elles perdent quand même 2 à 3 kilos là, en 1 minute. Donc ça va déjà les changer. Et effectivement, oui, il y a un potentiel de coup de soleil. Aussi, s'il fait trop froid, on essaye de les garder à la bergerie ou les mettre à un endroit où c'est plutôt abrité. Parce que pareil, s'il fait une nuit froide, ça peut arriver, on les met à des endroits où ils peuvent bien s'abriter parce que sinon ils pourraient voir... On les tond combien de fois par an? 2 fois par an les brebis? En France, dans l'hémisphère nord, globalement, 1 fois par an. 1 fois par an. Les races spécialisées en production de laine,
comme on peut avoir donc, dans l'hémisphère sud, là, on peut aller jusqu'à 2 récoltes de laine par an. Il y a 2 races en France qui sont potentiellement tondables 2 fois par an. Oui. C'est moi qui vais poser les questions cette fois. Allez-y. C'est une race qui a le nom. Il y a longtemps, on écoutait une publicité sur les matelas. Ouais. Mérinos. Exactement. Mérinos, Voilà, c'est ça. C'est les deux. Il y a 2 mérinos. Il y a la mérinos d'Arles et la mérinos de Rambouillet. Ça, c'est les 2 seules races françaises qui sont ultra sélectionnées sur la laine et non pas sur la conformation. Oui, parce que la laine du mérinos, elle est très dense et c'est une laine d'extrême bonne qualité. Elle est surtout très fine. Ouais. Le brun est très fin et vraiment est d'une qualité supérieure. Ça, les tondeurs vous le diront déjà à la tonte, ils le ressentent. Et puis après, les personnes, tous les gens de la filière lainière après qui vont travailler la laine, ça, il n'y a pas photo, c'est la Rolls-Royce. La Mérinos, c'est quand même meilleur. On n'est pas terrible en termes de qualité par rapport aux 6 premiers là, qui sont venus sur le podium. Hein. C'est pas terrible. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu plus de fautes. Alors après, ça peut aussi venir d'un lot, parce que donc tous les tondeurs tondent avec les mêmes lots de brebis, par souci d'équité. Donc si par exemple il y a un lot de brebis qui venait de chez un éleveur qui, pour X raisons, parce que l'herbe était meilleure ou plein d'autres choses, il y avait eu une meilleure laine. Si elles arrivent un peu plus dodues, c'est plus facile à tondre que si elles sont plutôt un peu fit. C'est un peu moins pratique pour tondre, donc forcément on va un peu moins vite, on peut faire plus d'erreurs. Donc c'est pour ça qu'il faut l'atténuer là-dessus, ce jugement sur les fautes. Kevin Blanchard, son score est inscrit en rouge. Ça veut dire quoi? Il est à 45 400. Voilà, il sera à 45 400. Ouais. Les autres sont en bleu, donc c'est pas encore validé. Ça va être corrigé par les juges à l'arrière. Ça veut dire quoi 45 400 là, avec un score validé en rouge? Ça veut dire qu'il est validé. Voilà, ça veut dire qu'il est validé. C'est-à-dire que la somme des secondes qu'il a mis pour tondre son lot et la somme des pénalités qu'il a eues font 45 400. Il est plutôt bien placé là. Hein. Pour l'instant, ouais, c'est pas mal. Il a 49 pénalités. Le candidat d'à côté est à 39 100, mais il a 23 pénalités. Donc c'est beaucoup mieux. Ouais. Alors ça, c'est les pénalités qui sont visibles devant. Ouais. Il n'y a pas la finition. Donc voilà, donc c'est à la finition où on va... Et alors là où c'est très frustrant quand même ce sport, c'est que, bon là, pour ce qui est des demi-finales, vous nous disiez qu'on allait bientôt avoir les résultats. Voilà. Ils vont les donner officiellement au podium, comment ça va se passer? Oui, ça se donne... Voilà. Mais alors pour la finale, ils gardent le suspense jusqu'au bout. Ouais. Oui, ça, ce sera dimanche. Dimanche soir, oui, pour la grande finale. On saura qui visuellement a été le plus vite, mais il faudra bien attendre un petit moment pour savoir qui sera le champion ou la championne. Et bah oui. Jamais. On peut avoir une championne du monde aussi. C'est qui le champion du monde en titre là? Monsieur Fitzpatrick, un néo-zélandais. Un néo-zélandais, ça m'étonne pas. Ouais. Allez, Kevin Blanchard va venir nous rejoindre. 45 400. Bonjour Kevin. Tenez, rapprochez-vous. Regardez, la caméra est juste là. Ah, venez vers nous. Attendez, juste avant de boire un petit coup, on va faire une interview, si vous voulez bien. Tournez-vous, regardez, la caméra est juste là. Je suis dur, tenez, allez-y. Donc Kevin Blanchard, voilà, il est en sueur, le pauvre. Racontez-nous un peu cette compétition, ça s'est déroulé de quelle manière? Regardez la caméra, elle est là. Difficilement. Ouais. C'était assez dur. Après, fait ça pour le plaisir et puis... moi, pour ma part, c'est pour le plaisir. Ouais. Vous venez d'où? Racontez-nous un peu votre vie. Vous venez du Dora, ça fait ma 4e saison que je tombe. Et voilà, j'ai jamais été dans d'autres pays, juste ici chez moi. Vous jouez à domicile? Voilà, on peut dire ça comme ça, oui. Mais vous faites quoi dans la vie? Vous êtes éleveur de moutons? Tondeur de moutons et je travaille chez des éleveurs l'hiver. Chez des éleveurs l'hiver partout en France? Principalement, non, que dans ma région. Que dans votre région? Ah bah oui, il y a matière. Il y a matière avec les baronnets du Limousin. Limousin, ouais. Parlez-nous un peu des moutons de la région, là. Parlez-nous un peu de tout ça.
Donc Que on vous est dire. quand même dans une région, on va dire, productrice de moutons. ouais, Bon, principale de moutons. on n'arrête pas de parler des limousines en Limousin, mais on a aussi les baronnais, quoi. Oui, oui, Voilà. oui. On Hein a de très bons moutons, oui. Je peux pas vous dire. Et alors, le fait de... La laine du baronnet, elle est comment par rapport à la laine, par exemple, d'un mérinos? Niveau laine, on va dire, la laine de chez nous est de moins bonne qualité que de la mérinos. On parlait du fait qu'il fallait valoriser la laine, oui. même dans une région comme la nôtre. Avec, Oui, oui. voilà, il y a les un grand baronnets. besoin là-dessus, oui. Pourquoi? De travail. Parce qu'il y a 20 ans, la laine payait beaucoup de choses sur une ferme. Et à l'heure actuelle, l'éleveur est obligé de sortir de sa poche pour tondre ses moutons. Pourquoi? Pourquoi ça a changé à ce point, vous savez? Moi, je ne pourrais pas vous répondre à cette question. On Mais il y avait a un un travail à faire là-dessus. On avait un compétiteur qui nous disait tout à l'heure qu'il faudrait essayer de tondre plus proprement et faire en sorte que cette laine soit plus vendable. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais il y a du travail pour tout le monde. Du travail pour les éleveurs, du travail pour les négociants en laine. Il y a du travail, c'est toute la filière ovine qu'il faut qu'ils se mettent en route pour améliorer ce marché, on va dire. C'est quoi votre objectif là, sur la compétition? Vous faire plaisir d'abord? Mon objectif, en revenant ce matin, c'était de faire une demi-finale. Je l'ai fait. Et la finale, à mon avis, ça va être très dur parce qu'il y avait du niveau quand même. C'est vrai? Oui, oui. Vous l'avez ressenti comme ça? Oui, oui, je l'ai ressenti comme ça. Pourquoi vous l'avez ressenti comme ça? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que j'ai l'habitude de faire que des concours en France. Il n'y a pas beaucoup d'étrangers dans ma catégorie. Et là, on voit d'autres personnes et on voit qu'ils s'entraînent pour ça, quoi. Ok, allez, merci à vous, on vous laisse à vous. continuer. Et là, on va passer donc à la demi-finale. Mais alors là, c'est le top du top. Là, je vous raconte même pas. Hein. Guillaume, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Oui. Donc là, on est au top du top des demoiselles. La demi-finale filles. Voilà. On va retrouver certaines personnes qu'on a vues tout à l'heure. Alors, il y a une jeune fille qui s'appelle Pauline Bollet. Oui. Pauline Bollet, elle nous vient du Canada. Une Canadienne, oui. Il y a Certainement Jali québécoise. Reynaud. Jal Resnaud, oui. Jal Resnaud. Elle est française, comme son nom l'indique. Oui. Elle est rhône-alpine. Voilà. Dromoise de naissance et ligérienne désormais. Ligérienne, pourquoi? Elle habite là-bas? Non. Les Ligériens. Ah, pardon. Oui. Dans la Loire. D'accord. C'est mon pays, donc c'est pour ça. Et alors, a priori, c'est familial, hein, la tente de moutons aussi chez elle. Là, oui. Et les Resnaud, ils sont bien vaccinés, oui. Ouais. À la naissance, C'est une grande famille. Oui. De tondeurs. Alors, je vois pas bien là-bas, c'est écrit tout petit parce qu'elle a un nom à rallonge. C'est Annelise, c'est Annelise Annelise. Haugal-Unstad. Elle est norvégienne. Voilà. Adèle Lemercier, donc qui fait partie avec Lucie tout à l'heure des personnes qui excellent au niveau du tri de laine en France. Championne de France, oui, inscrite en tonte machite, intermédiaire et femme et en tri de laine. Elle a 29 ans, elle est tondeur de moutons depuis 4 ans. On dit tondeur ou tondeuse? On pourrait dire tondeuse. On dit tondeuse, Bah oui. Elle est bretonne. Ouais. Voilà. Donc quand il tombe, il fait moins chaud chez elle. Eh ben ouais. Et puis, donc à côté d'Adèle Lemercier, Marie Preble. Ça y est, c'est parti. On a Marie Preble et Johan Devanet qu'on a eu tout à l'heure aussi. Et Johan Devanet. Qu'on a eu au concours intermédiaire. Voilà. Et alors, tout à l'heure, donc les familles Resnaud, dans le concours, il y a Jal. Et tout à l'heure, on verra sa sœur, Éléonore, qui a eu le meilleur temps de qualification, le meilleur point de qualification tout à l'heure. Est-ce que vous êtes satisfait, vous, avec votre œil expert de tout ce qu'on a vu là depuis tout à l'heure? Est-ce que c'est du bon niveau? Est-ce que c'est moyen? Est-ce que voilà. Oui, alors pour mon père, c'est la première fois que je vois un concours international. Donc effectivement, on voit que les niveaux, voilà, c'est un ton au-dessus. Le niveau junior n'est pas le niveau junior qu'on a sur le niveau national. On voit bien que c'est les meilleurs juniors qui viennent s'affronter. Et tout ça de 34 pays différents. Donc forcément, on a rehaussé le niveau. Et puis quand on est entre guillemets seulement junior et qu'on a quand même envie de traverser la planète, c'est qu'on est motivé et qu'on a des aptitudes. Donc voilà, le niveau il est
il est clairement supérieur. Oui, si, c'est vraiment intéressant depuis tout à l'heure. Et intéressant en termes de vitesse comme en termes de qualité de tonte. Tout à l'heure, on a vu un personnage irlandais. Je parle de personnage parce qu'il a quand même 80 ans. Et je ne sais pas comment ça finit à la fin, mais à un moment, il était premier aux intermédiaires quand même, en pointage intermédiaire. Et là, on voyait vraiment du grand art aux forces. Il a vraiment fait une démonstration, une maîtrise du geste qui est vraiment rare. Et à 80 ans, voyez-vous, il a quand même passé devant un paquet de candidats. Et ça, chapeau bas. Et c'est dans des moments comme ça qu'on rencontre des performances aussi belles. Et 80 ans, c'est intéressant quand même. Ah oui. Ouais. Et là, on n'a toujours pas les résultats des demi-finales juniors et intermédiaires. Hein, toujours pas, non. Mais qu'est-ce qu'ils font? De toute façon, c'est les amis les speakers qui vont les révéler tout à l'heure, les classements. Ouais. Il y a forcément aussi une petite mise en scène. On le fait exprès pour le public, on leur donne la primeur d'avoir le résultat. Nos téléspectateurs, ils iront les chercher où ils peuvent, les résultats. Voilà. Peut-être sur Internet, peut-être, mais on verra bien. Hein. Mais enfin bon, c'est le spectacle. C'est le spectacle qui compte. Là, elle a fait une fausse couple. Elle a un peu blessé sa brebis. Là, voilà. Fil, il y en a eu un petit peu là, oui. Ouais. Là, on voit bien le travail de la main gauche. Regardez, voilà. Ça, c'est toujours intéressant. De voir toujours, il y a le point qui s'enfonce dans l'aine là pour tendre le gigot. Et hop, le gigot était bien tendu, comme ça, hop, on peut bien tondre et ne pas accrocher la peau. Il y a toujours la main gauche qui travaille tout autant que la main droite. La main droite, elle balaye, elle tond, avec peigne plein. Voilà, on voit bien Jal là qui tend bien, vous voyez, elle tend l'épaule, elle tend Adèle qui se tord complètement pour bien faire les passes longues. Non, c'est pas Adèle, je me suis trompé. Ça va vite, hein. Le réalisateur, je sais pas ce qu'il a pris ce matin au petit déjeuner. Oui, ça va très vite, oui. C'est vrai qu'au foot, c'est plus facile. Ils ont le nom derrière. Bah ouais. Il faut aller en mettre des numéros. C'était bien Adèle, quand même. Je ne suis pas trompé. C'était bien Adèle, il me semblait. Voilà. Donc Adèle, elle fait un joli parcours aujourd'hui à la machine, mais voilà, elle est capable de faire plus dans une autre catégorie. Donc je pense qu'on va la revoir, c'est sûr, durant la semaine. Allez, là, Pauline Bollet. Ça a l'air bien parti pour elle. Oui. Marie Preble. Marie Preble, oui, ouais. Qui est une Anglaise. Une Anglaise, hein. Pour l'instant, elle a 14 pénalités, donc c'est un peu fort pour elle pour l'instant. Ah ouais. Ça risque de lui coûter un peu cher, oui. Les filles, là, doivent tendre combien de moutons, là, dans une demi-finale comme celle-ci? 4 ou 5? Je crois que c'est 4. 4. Oui. Aussi, tout à l'heure, on parlait de la chaleur. C'est vrai que là, il commence à faire vraiment bon quand même. Ah ouais, carrément, je vous le dis. Voilà, c'est aussi par rapport aux fausses coupes et tout ça, forcément, les organismes des tondeurs vont être plus sollicités et ça peut aussi expliquer quand même quelques approximations. Vous savez que le compétiteur là qu'on vient de voir passer, là, qu'on a interviewé, m'a bu la moitié de ma bouteille d'eau. Je sais pas comment je vais faire. C'est vrai? Bah ouais. Oh on s'en gêne. Hein. Ah, mais je vous jure. Hein. Non mais attendez, il boit une bouteille d'eau et il m'a sifflé la moitié de ma bouteille. Oui. Bon, c'est pas grave. Sur le nôtre, on ne prendra plus en interview. Allez, on a 5 minutes 15 de compétition. Ouais. Ah, voilà. Marie Preble. Et la chaleur monte sous le chapiteau ici au Dora. Oui. Je pense qu'on doit être au minimum à 35-37 là, quelque chose comme ça. Ouais, il fait... Et on a de la chance nous parce qu'on a la porte qui est pas très loin, donc on a un peu d'air qui arrive. Mais alors j'ose même pas imaginer ce que vivent les compétiteurs là-bas sur le podium. Hein. Oui, voilà, oui. Et tout à l'heure, on parlait de pourquoi en France en fait, le mouton n'est pas dans nos cultures. En termes de consommation, si on parle de consommation, en fait, un Français moyen consomme 2,5 kg de mouton par an. Ouais. Eh bien, le bœuf, on en est à 25 kg. Donc, c'est 10 fois plus. Ouais, voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a des considérations qui sont comme ça. Le porc, on est à 34 kg. La volaille à 25 kg.
Voilà, donc on est à peu près un peu plus de 80 kg, 80-85 kg de consommation par an et par habitant. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'avec seulement 2,5 kg de moutons, on arrive quand même à consommer que la moitié de moutons français. Bon, c'est-à-dire que tous chacun, citoyen, voilà, en moyenne, on consomme 2,5 kg et on arrive, pour seulement 2,5 kg, on arrive quand même à consommer la moitié de moutons qui sont importés. Donc ça, c'est vraiment dommage. On parle de la filière, on parle de produits locaux, on parle de qualité. Et en fait, aujourd'hui, dans nos comportements de consommateurs, on privilégie forcément pas assez notre filière. Ouais. C'est peut-être une question de prix, de coût, simplement. Hein. Pas que, c'est aussi... voilà, c'est... Oui, il y a aussi vous savez, si vous achetez en direct à un agriculteur, vous donnez aussi de l'argent à quelqu'un qui va entretenir le paysage. Et après, si cette personne n'est plus là, il faudra que vous payiez quelqu'un pour entretenir ce paysage. Oui. Quand il faut aller entretenir les paysages, parce qu'il n'y a plus les animaux qui passent, parce que les buissons prennent les montagnes, c'est pas non plus mieux. Il faut qu'il y ait l'élevage pour entretenir tous ces jolis paysages français. Et la compétition se poursuit devant vos yeux, étonnés de voir des moutons comme ça sur un podium en train de se faire tondre. Et vous êtes au Dora donc pour le championnat du monde de tonte de moutons, une compétition on va dire internationale qui est accueillie ici donc dans le nord de la Haute-Vienne, et on vous fait vivre cette compétition donc pendant 4 jours sur France 3 Noah. Voilà. Allez, dans 4 minutes maintenant, on va se dire au revoir. Déjà ? Ben oui. Ça passe vite. Ça passe vite et on n'a toujours pas les résultats de la compétition. Je ne sais pas comment on va faire. Hein. Voilà. Vous n'avez pas 2-3 copains à aller voir pour qu'ils nous disent un peu ça, parce que là, franchement, c'est un peu dommage. Je vais essayer de voir si dans mes tuyaux, je peux avoir quelque chose. Mais... Voilà. Et on se retrouvera tout à l'heure à 16h15 donc sur Noah pour donc la finale junior machine, la finale intermédiaire machine. Donc toujours avec des tondeuses. Mais on vous a fait vivre la demi-finale et la demi-finale junior et intermédiaire. Bon, on vous fera vivre la finale tout à l'heure. Donc quoi qu'il arrive, vous aurez le nom des finalistes, mais il faudra revenir nous voir tout à l'heure à 16h15. Voilà. Il est bon le commentateur anglais, j'adore. Oui. Mais ils ont plus l'habitude. Il y a Steve, un des Gallois, me disait ce matin, il en fait 40 par an. Il fait 40 compétitions par an. Et il voyage partout dans le monde entier. Oui, alors, mais déjà au Pays de Galles, il en fait déjà un grand nombre tout seul, ne serait-ce qu'en Nouvelle-Zélande, au Pays de Galles, pardon. Parce qu'il y a des compétitions tous les week-ends. Alors 14h28, on va essayer de récupérer, je crois, Jal Reno, si on y arrive. Ah, ce serait bien. Ce serait bien. D'accord. Voilà, 14h28, dans 2 minutes maintenant, on se dit au revoir, on se retrouve un petit peu plus tard, vers 16h15 en direct sur France 3 Noah, également sur Facebook, donc sur notre site internet. Voilà, donc Jal Reno, a priori, il est dans les choux, il nous a échappé, il est parti plus vite en courant. Elle est partie se reposer, ouais. Non, mais ouais, c'est vraiment hard là, niveau conditions physiques, donc c'est vrai qu'ils s'empressent d'aller vite se mettre à l'ombre et boire un coup. Bah, vous m'étonnez. Enfin, ceci dit, je préfère qu'il aille boire un coup de l'autre côté plutôt qu'il me siffle la dernière moitié de ma bouteille. Hein. C'est vrai. Allez, encore 1 minute. Je vous rappelle
Donc, que l'on se retrouvera tout à l'heure à 16h15 sur France 3 Noah pour vous faire vivre la finale junior, la finale intermédiaire. Il y aura également un challenge en 10 secondes. Parlez-nous de ce challenge. Ouais. Alors le challenge, ce sera le France contre les Pays de Galles. Donc c'est un relais, c'est une forme de relais. Et donc du coup, il y a plusieurs candidats. Il y en aura, je pense, 2 par pays, avec chacun un nombre de brebis à tondre. Et donc du coup, le but, c'est de les tondre le plus vite et le plus proprement, mais par équipe. Merci à vous. En tout cas, c'était comment cette première expérience de consultant? Ah, super. Ça vous a plu? Ouais, je crois que vous allez me revoir, hein, tant pis. Hein. Écoutez, on va vous revoir et avec plaisir. Voilà, donc je vous rappelle que nous sommes sur le championnat du monde de tonte du Dora en Haute-Vienne et qu'on se retrouve tout à l'heure à 16h15 en direct sur France 3 Noah.